Bon. Et puis, on va pouvoir commencer cette dernière discussion, hein, puisqu'on a eu beaucoup de thèmes qui ont été abordés tout ce week-end. Hein, ça a été assez riche. Et on a voulu terminer avec une discussion sur la question du racisme, avec un thème plutôt corsé, je dirais, défaire le nœud du racisme pour faire peuple. Et on a 5 invités qui vont pouvoir intervenir, et puis ensuite vous pourrez poser des questions. Alors on a ici à ma gauche Madame Amal Bentounsi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors toi, tu es militante antiraciste, tu es la fondatrice aussi de Urgence Notre Police Assassine, et puis tu as été l'année dernière candidate pour les législatives à Meaux. Oui, exactement, en Seine-et-Marne, dans la 6e circonscription. Très belle campagne. On a aussi Éric Coquerel. Bonsoir Éric. Bonsoir. Toi, tu es député FI de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être là. Merci de l'invitation. On a aussi Simon Assoun. Bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es le porte-parole de Tzedek, le collectif de juifs décoloniaux. Bonsoir. Et puis, à côté, nous avons l'Union communiste libertaire, représentée par... Luna Azin. Voilà, bienvenue, merci à toi d'être là. Merci pour l'invitation. Et puis, tout au bout, c'est Kevin qui sera là pour le NPA. Le NPA, l'anticapitaliste. Exactement. Voilà, celui de Poutou. Exactement, voilà. Poutou Besancenot, les deux. Bonsoir. On va commencer avec Simon, qu'on va écouter. Ok. Vas-y Simon, on t'écoute. Ah ouais, pas d'intro. Ok, merci Sabrina, merci à tous, merci pour l'invitation. Donc, défaire le nœud du racisme pour faire peuple, c'est le titre de cette table ronde. La question pourrait paraître un petit peu en décalage avec le réel et même presque abstraite, tant la réalité dessine un horizon qui me semble très différent, voire à l'inverse de cet horizon-là. Depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la classe dominante française a amorcé un tournant autoritaire qui s'est largement traduit par un retour en force du racisme. Alors pas en tant que donnée structurelle de la société, ce qu'il n'a jamais cessé d'être, mais comme instrument du pouvoir pour administrer, pour gouverner et pour sécuriser le maintien de ses institutions. Cela s'est traduit, entre autres, par le ciblage privilégié des populations musulmanes, construites comme une 5e colonne intérieure, un ennemi tout autant politique, économique, culturel et même moral, donc en un mot, un ennemi civilisationnel, menaçant l'intégrité et même la survie de la France de l'intérieur. Et ce qui fut tâtonnant il y a 30 ans est aujourd'hui devenu consensuel. L'islamophobie est devenue dans ce pays un véritable code culturel et politique, et elle traverse l'ensemble du champ politique, bien au-delà du clivage gauche-droite. Et donc le ciblage des enfants musulmans, et notamment des jeunes filles, l'exclusion de ces dernières des écoles, le harcèlement délirant des femmes portant le voile en sortie scolaire, à la plage, au jogging, bientôt à l'université ou dans la rue, les fermetures des lieux de culte, l'état d'urgence et ses milliers de perquisitions arbitraires, la dissolution d'associations caritatives ou de soutien juridique n'ont pas soulevé en France les foules. Les interventions françaises dans son précaré colonial, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, qui se sont multipliées, notamment sous le quinquennat du socialiste François Hollande, n'ont rencontré quasiment aucune résistance. Et si tout cela s'est aussi solidement ancré dans notre paysage national, c'est que le racisme n'est pas qu'une passion d'en haut, comme on peut souvent l'entendre, mais c'est également aussi une passion d'en bas. Aujourd'hui, le premier parti politique de ce pays, en termes de réserve électorale, c'est aujourd'hui le Rassemblement national. Et les thématiques privilégiées de ce dernier sont aujourd'hui partagées bien loin de l'extrême droite, par la Macronie bien sûr, et jusque dans les rangs d'une certaine gauche. Et échéance électorale, après échéance électorale, on compte les morts. On mesure la défaite et surtout on mesure la distance qui se réduit entre le moment présent et la défaite finale. Moi, je suis persuadé que nous partageons à peu près tous dans cette salle, et peut-être encore plus après ce week-end de réflexion, ce sentiment vertigineux d'être à la fois face à une urgence absolue et à la fois face à une montagne qui semble de plus en plus impossible à déplacer. Et
dans cette situation, que peut bien du coup signifier défaire le nœud du racisme ? Concrètement, peut-on vraiment faire peuple dans ces conditions-là? Et on aurait presque envie de se demander, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux changer de peuple? Alors, il se trouve que nous connaissons en même temps une période de crise historique du contrat social sur lequel reposent les institutions du régime de la Ve République, elles-mêmes garantes du maintien de l'ordre bourgeois dans ce pays. Une crise de ce contrat qui lie du coup les classes populaires aux classes dominantes. Pourquoi ? Parce que la violence du néolibéralisme, l'appauvrissement général de la population, la précarisation des conditions de vie ont sapé les prétentions à l'équilibre et la dimension morale de ce contrat social. Les normes collectives, c'est-à-dire ce que l'on perçoit comme étant juste, comme étant bien, et qui nous pousse à accepter finalement l'institution d'une société qui est inégalitaire et qui dans le fond est injuste, ne semble plus protégée par ce contrat. Le mouvement des Gilets jaunes, pour prendre un exemple, exprime cette rupture de cette économie morale et la grande capacité de mobilisation qu'elle peut entraîner. Mais le problème, c'est que, aussi grande que soit cette capacité mobilisatrice, la mobilisation des termes de l'économie morale ne suffit pas à faire d'un mouvement, même populaire, même large, un mouvement révolutionnaire. Car le propre de ces termes-là, c'est surtout de rétablir le contrat moral rompu et pas forcément de le renverser. Et nous savons également aussi que le contrat social dans ce pays est aussi et peut-être même d'abord un contrat racial. C'est-à-dire un contrat qui fonde une société blanche, qui se base sur la relégation et l'exclusion des populations non blanches dans les sociétés occidentales et sur la base de la poursuite de l'accaparement des ressources et des richesses des pays du Sud. Raison pour laquelle nous pouvions voir en même temps, pour reprendre cet exemple du mouvement des Gilets jaunes, une formidable mise en accusation des dirigeants politiques bourgeois de ce pays et en même temps une appropriation, parfois populaire, des revendications racistes, islamophobes et antisémites. Il n'en reste pas moins que la crise d'hégémonie que traversent les classes dominantes nous place à une sorte, aujourd'hui, de croisée des chemins. Devant nous, c'est soit le pire, soit le meilleur. Le moment est donc opportun pour se poser la question du faire peuple. La fenêtre est étroite, mais elle existe. Et du point de vue des classes populaires non blanches, issues de l'immigration post-coloniale, toute la difficulté de la période réside dans le fait que les classes populaires blanches sont potentiellement à la fois le problème et la solution. Sur ce, une alliance ne se proclame pas, elle ne se décrète pas et elle ne découle pas mécaniquement du fait de conditions matérielles d'existence communes ou de problématiques communes. Elle ne se suffit pas non plus de la volonté politique de quelques acteurs. Au contraire, elle se tisse dans le temps, à travers des actions concrètes, à partir desquelles se noue une reconnaissance mutuelle de la légitimité et de l'autonomie de chaque groupe, mais aussi des divergences. Et je crois qu'il est urgent aujourd'hui de faire preuve d'un peu de réalisme anthropologique. Dit autrement, il serait contre-productif de poser comme postulat à une alliance, comme postulat au faire peuple, le fait de devoir s'entendre sur tout. Et si on part du postulat que nous évoluons dans une société inégalitaire, stratifiée par des siècles d'histoire coloniale, d'oppression et d'exploitation, alors chercher une entente absolue revient en réalité à nier les effets de cette histoire et à privilégier le groupe majoritaire sur les groupes minoritaires. Mais ne pas s'entendre sur tout ne signifie pas qu'on ne s'entendra sur rien. Et c'est précisément cette fenêtre que nous devons saisir pour jeter les bases d'un autre contrat social, au contenu et aux frontières différentes, antagonistes par rapport à la société actuelle. Et voilà, je crois, l'enjeu derrière la question de l'alliance. Construire un projet politique à partir duquel peut émerger un sujet populaire, un sujet révolutionnaire, qui pourra le porter et jeter les bases d'une nouvelle société. Et à ce titre-là, c'est bien le projet politique qui fait le peuple et pas l'inverse. Et en cela, l'alliance est un processus éminemment politique. Donc pour faire alliance, il faut d'abord des interlocuteurs. Et c'est peut-être même le prérequis le plus important à cette démarche d'alliance. Donc c'est-à-dire des organisations qui sont en capacité de porter les intérêts des groupes qu'elles entendent défendre en toute autonomie et en toute indépendance. Donc du côté des classes populaires blanches, deux siècles de lutte de classe ont permis le développement d'un mouvement ouvrier ancré et solide, bien qu'il puisse être un petit peu en crise aujourd'hui. Ces organisations-là existent dans le champ syndical et dans le champ politique, qu'elles se situent dans une démarche institutionnelle, y compris de rupture, ou bien dans une démarche exclusivement révolutionnaire. Et de ce point de vue-là, l'un des éléments les plus marquants de ces dernières années, et à travers la recomposition de la gauche, c'est l'émergence d'une force politique capable de s'imposer comme en capacité de prendre la présidence même de la République sur la base d'un programme de rupture, et je parle évidemment de la France insoumise et de son dernier score aux dernières élections présidentielles.
Programme avec lequel, évidemment, on peut avoir des points d'accord et des points de désaccord, mais qui, à travers ces mesures, cristallise une ligne de classe, une opposition au bloc néolibéral et au bloc d'extrême droite. Et ça, c'est un événement majeur que, à titre personnel, je n'avais jamais vu avant les dernières élections présidentielles et qui, pour moi, constitue un levier essentiel dans la période. Du côté des classes populaires non blanches, c'est un peu plus compliqué. Bien que l'histoire des luttes de l'immigration, des luttes anticoloniales et du combat contre le racisme soit riche, le racisme d'État, le racisme structurel s'est toujours acharné à saper et à réprimer toute tentative de construction, d'organisation large, autonome et combative, en commençant par réprimer toute prise de parole collective non blanche qui serait perçue comme un peu subversive. La vérité, en réalité, c'est qu'ils ont une trouille bleue de la puissance politique de cette partie de la France, cette France en dessous de la France d'en bas, et qui est exclue de la communauté nationale légitime. Et voilà donc peut-être un des premiers terrains, concrètement, où peut se concrétiser une véritable politique d'alliance, c'est-à-dire être là, en soutien face aux attaques contre la construction de cette autonomie, autonomie sans laquelle il ne peut y avoir de politique d'alliance sérieuse. La gauche de rupture ne peut pas adopter une posture passive, voire hostile, lorsque l'État s'acharne contre, par exemple, l'imam Abdulrahman Ridwan de la mosquée de Pessac, parce que ce dernier a osé parler d'islamophobie d'État en France et a osé prendre la parole pour dénoncer le génocide de Gaza, à Gaza. Elle ne peut pas être passive quand l'État met fin au dernier contrat qui le liait à un lycée privé musulman, laissant sur le carreau des centaines d'élèves et leurs professeurs. La guerre que mène l'État français contre les populations qui sont issues de l'immigration post-coloniale, c'est évidemment bien sûr la domination des corps, c'est le contrôle de l'espace, c'est l'exclusion du marché du travail, etc. Mais c'est aussi l'empêchement vital pour le pouvoir de toute tentative de construction d'une autonomie. C'est-à-dire les organisations politiques, les institutions éducatives, mais c'est aussi la question de la surveillance des espaces religieux, etc. Et c'est là que la gauche de rupture doit être attendue, c'est là qu'on l'attend, car c'est là que se noue une véritable politique d'alliance. À travers les expulsions d'imams, comme à travers les poursuites ou pressions judiciaires qu'ont subi les militants qui se battent pour mettre fin à la guerre génocidaire israélienne contre les Palestiniens de Gaza, il y a quand même un front commun qui se dessine. Faire face à la guerre contre le terrorisme. Car qu'est-ce que cette guerre contre le terrorisme, telle qu'elle est théorisée et mise en pratique par les États occidentaux et impérialistes et les régimes du Sud sur lesquels ils s'appuient? Eh bien, c'est ni plus ni moins la justification de la défense des intérêts et de la présence hégémonique occidentale en Afrique et au Moyen-Orient. C'est une lecture civilisationnelle qui consacre la supériorité morale des peuples du Nord sur les peuples du Sud et qui reconduit les rapports de domination Nord-Sud issus de la colonisation du monde. Comme à l'époque, la mission civilisatrice que se donnaient les nations européennes pour légitimer l'entreprise coloniale et l'accaparement des terres et des ressources au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, la guerre contre le terrorisme donne le substrat idéologique nécessaire pour faire accepter par les populations ces politiques de guerre, de pillage et de destruction. Ces politiques qui, incapables de répondre aux enjeux sécuritaires qu'elles ont elles-mêmes contribué à produire, ne font qu'entretenir un état de guerre permanent qui s'imprime dans les mentalités collectives et nourrissent un ressentiment raciste. Car oui, il y a bien un lien entre la manière dont les classes populaires issues de l'immigration post-coloniale sont traitées aujourd'hui dans ce pays et la manière dont la France intervient dans ces pays et ces pays qu'elle a si longtemps colonisés. Donc voilà un second terrain sur lequel peut se nouer une véritable stratégie d'alliance. Ce pays manque cruellement, par exemple, d'un mouvement anti-guerre et anti-impérialiste digne de ce nom et à la hauteur de ce qu'est l'impérialisme français aujourd'hui. Si j'ai été plutôt pessimiste au début de mon intervention, et je pense quand même que la situation me donne un peu raison, je voudrais quand même conclure sur une note un peu plus optimiste, pas pour me faire plaisir, mais parce que je crois profondément aux possibilités ouvertes dans la situation actuelle. Karl Marx disait que la suprématie blanche a fait le monde moderne tel qu'il est sans jamais être nommé. Et aujourd'hui, nous pouvons la nommer. Et en faisant cela aujourd'hui avec nos camarades de la gauche radicale blanche, nous jetons les toutes premières bases de l'Alliance. Car nommer le contrat racial pour ce qu'il est, c'est mettre à jour les rapports de pouvoir qu'il institue, non seulement entre les classes dominantes et les classes populaires, mais également au sein des classes populaires elles-mêmes. Et ça, c'est une première mise à nu du pouvoir. Et si le temps de la grande convergence tant rêvée semble encore un petit peu loin, si aujourd'hui le racisme nous semble habiter une trop grande partie de la population de ce pays, cela nous permet aussi de comprendre que cette situation ne procède pas d'un état naturel des choses, mais qu'elle procède bien de ces rapports de pouvoir-là qui nous affectent et qui nous façonnent. Et dire ça, ça veut dire que
de grands bouleversements historiques peuvent aussi balayer ces affects-là, cette manière-là, ces affects qui nous façonnent de cette manière-là aujourd'hui, et nous façonner autrement. Et que la possibilité d'un changement de cap reste toujours ouverte. Nous avons des victoires aujourd'hui absolument vitales à aller arracher dans cette période de confusion et de tournant autoritaire à l'échelle internationale. Et ces victoires, nous pouvons les arracher sur tous les terrains, de la rue jusqu'aux élections présidentielles. La balle n'est pas dans le camp du peuple, pris comme une sorte d'abstraction, mais la balle, elle est dans le camp de nos organisations qui prétendent porter les aspirations populaires à l'émancipation. Alors, à nous de prendre nos responsabilités. Merci. Merci, Simon. Simon Assoun, porte-parole de Tzedek. Et maintenant, la parole est au NPA avec Kevin. Merci Sabrina. Merci. Ouais, alors sur le sujet, donc de défaire le nœud du racisme pour faire peuple, il me semble que c'est ça le truc, ou dénouer le racisme. Finalement, la thématique, moi, ce que ça m'a fait penser, je me suis dit, mais bon, que faire de ça ? Alors on peut se poser la question là, au moment même où on a un peu la mort qui est venue pendre Jean-Marie Le Pen, comment on peut maintenant défaire le nœud du racisme. La question qui se pose pour moi, c'est surtout de ne pas se tromper d'ennemi déjà. C'est-à-dire que le producteur du racisme, c'est l'État. Donc notre ennemi, c'est l'État. Et je trouve que dans l'événement là un peu qu'on organise ici, il y a justement à ne pas prendre trop vite le cadrage de l'ennemi sur le côté de l'alliance des bourgs et des tours, parce que c'est bien une question d'alliance et je suis ce que dit Simon là-dedans, mais bon, la question des bourgs et des tours, c'est particulier pour moi d'intervenir ici à Pantin où j'ai grandi. Donc moi j'ai grandi dans des tours dans le coin. Mais dans le coin, il y a aussi des pavillons, par exemple. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai eu une discussion il y a quelques temps avec quelqu'un qui, pour le coup, connaissait pas le NPA. Ça lui a jamais parlé. Et cette question de se retrouver dans un événement politique, révolutionnaire, etc. Et il se disait, mais oui, mais quand même, bon, je suis prêt à remettre en cause des choses, mais attaquer les riches, est-ce que c'est pas un problème? Je sais pas si je suis prêt à aller jusque-là. Et en fait, ce que je lui disais, c'est penser en termes de riches et de pauvres, c'est déjà prendre le cadrage de l'ennemi. Et penser en termes de tours et de bourgs, c'est déjà prendre le cadrage de l'ennemi. C'est déjà prendre le cadrage de la France périphérique, etc. Et en fait, si on veut faire des alliances, les alliances qu'on doit faire, c'est des alliances de l'ensemble de la classe. Ça veut dire, par exemple, voilà, j'ai une petite passion moi pour l'Islande. Les gens qui me connaissent savent ça. Et en Islande, dans l'histoire, en 75, il y a eu une grève féministe. C'est-à-dire qu'il y avait des écarts de salaire, etc. Et donc il y a eu un mouvement féministe. C'est-à-dire ce qu'essayent de construire les féministes, par exemple en France, ça s'est passé en Islande, notamment dans les années 70. Et c'était 90% des femmes qui ont participé à cette grève-là. Pour emmener 90% des femmes, en fait, tu vas pas emmener que des femmes de gauche, tu vas même pas emmener que des femmes révolutionnaires, tu vas emmener des femmes qui vont se dire faire grève, moi j'aime pas trop ce mot. Et tu dis d'accord, tu fais pas grève, mais tu prends un congé, en fait, juste tu vas pas au travail et tu vas pas t'occuper des enfants. Et c'est ça qui a fonctionné. C'est-à-dire que il faut qu'on se mette en tête que si on veut défaire le nœud du racisme, il va falloir convaincre des gens qui sont pas du tout, en fait, de gauche, pas du tout sur nos positions, parce que c'est l'ensemble de la classe qu'on essaye de mobiliser contre notre ennemi. Donc je disais l'État, je disais aussi le cadrage de l'ennemi avec la France périphérique sur l'extrême droite, et finalement la classe des bourgeois et la classe capitaliste. Alors je reprends quand même la suite de mes notes. Pour moi, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir imposer notre narratif. C'est ça qu'on a un peu du mal à faire actuellement. Mais on a quand même des percées. Par exemple, sur la question de la police tue.
Et quand on pose cette question à Philippe Poutou, est-ce que la police tue? Il dit bah oui, la police tue. Et puis quelques temps plus tard, Mélenchon dit bah oui, moi je vous fais du Poutou, la police tue. Et c'est quelque chose qu'on retrouve déjà, par exemple, dans l'organisation d'Amalie ici présente, notre police assassine. Juste avoir ce discours qui est simplement réaliste, c'est déjà quelque chose de subversif. Et finalement, ça nous permet de dérouler nos thématiques sur la question de ces violences policières. La police tue, mais elle tue qui? Et pourquoi elle tue? Et qu'est-ce que la justice fait quand la police tue, quoi. C'est un peu cette question-là qui est pour moi, comment dire, à mettre en valeur, c'est-à-dire pouvoir imposer nos thématiques et les analyses qu'on a de la société dans laquelle on vit. Maintenant, il y a une difficulté pour nous à imposer toutes ces thématiques parce qu'on est dans un mouvement antiraciste qui est éclaté. Voilà, par exemple, il y a des organisations de l'antiracisme qui jamais ne viendront à un événement où il y a PDH, par exemple. En tout cas, jamais. Moi, je ne désespère pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ce serait compliqué. Et ça, c'est un gros problème parce que... Pas de délation, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a besoin de noms, mais le problème que ça pose, c'est que, par exemple, nous, au NPA, on a l'idée que pour vaincre le fascisme, il y a une technique qui s'appelle le front unique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous ensemble, quoi. Ça, c'est les trucs de Trotsky qui dit faut, y compris s'allier avec le diable et sa grand-mère, etc. C'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire par exemple même le PS. Mais bon. En fait, quand on fait ça, alors on a quelque chose qui ressemble, qui s'appelle le NFP, et c'est pour ça que nous, quand on voit le NFP qui se fait, on se dit, ok, banco, on y va, quoi. Effectivement, il faut qu'on s'allie, et y compris, très bien, vous avez votre programme, ok, partons sur cette base-là, nous, on va même pas le discuter. Par contre, sur les questions d'antiracisme, on peut se dire que c'est un peu léger, et ce qui peut manquer, c'est précisément des fronts d'organisation antiracistes qui puissent dire aux organisations du NFP, c'est-à-dire y compris nous, mais dis donc, là, votre programme en termes d'antiracisme, il est un peu pété. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a même pas... On est en plein dans une période où l'extrême droite est en succès électoral sur les élections européennes. Vous estimez devoir diriger le pays et vous vous dites pas, même une petite mesure symbolique qui serait de créer un ministère de l'antiracisme. Vous voyez, ça, c'est des choses qui ne viennent pas en tête. Et du coup, on voit qu'on est quand même très loin d'être sur la voie de la victoire, je vais le dire comme ça. Et du coup, ça veut dire que notre tâche principale en matière d'antiracisme, c'est de pouvoir se mettre autour d'une table et de se dire, ok, mais c'est quoi nos bases là pour mener une lutte antiraciste? Ça veut dire l'abrogation de la loi de 2004, par exemple. On a fêté les 20 ans, malheureusement, l'année dernière, et on n'était pas beaucoup à se dire, il faudrait peut-être abroger cette loi, même si j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de bouger un peu à gauche. Ça veut dire, par exemple, le désarmement de la police. Ça veut dire, par exemple, l'ouverture des frontières. Un peu toutes ces choses qui justement, sont ce par quoi l'État exerce son racisme sur nous autres. Et quand même un petit peu j'aimerais un peu une petite mise en garde sur deux pièces que je vois pour la gauche par rapport à son rapport avec l'antiracisme. Le premier piège, il est un peu connu, c'est le paternalisme qu'on connaît historiquement avec SOS Racisme, qu'on connaît historiquement avec la question du fraternalisme évoqué par Aimé Césaire. Il y a un autre écueil que je vois plutôt dans les générations actuelles, qui est notamment souvent un peu critiqué à PDH, c'est la question du concernisme.
J'entendais dire Simon que voilà que les populations blanches c'est le problème et la solution. Je me suis dit, je vois en quoi c'est le problème, je sais pas en quoi je vois que c'est la solution, mais finalement je te rejoins quand même parce que je sais que j'ai des discussions avec des gens qui disent mais nous par exemple la loi 2004, ouais, on aimerait bien faire des trucs autour, etc. Mais est-ce que c'est vraiment notre place? Nous on est des blancs, etc. Et en fait tu dis mais qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux que toi en tant que blanc tu vas parler des trucs qui concernent en fait des gens qui sont pas blancs, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas en parler? J'ai même entendu, là on est en plein génocide, j'ai même entendu que dans des réunions des gens se disent on va pas prendre la parole parce que nous on n'est pas premiers concernés, etc. Et je trouve que ça va pas du tout en fait. Quand on porte des combats, on va à la lutte et en fait, c'est pire de ne pas mener la lutte que de mal la mener, finalement. Je sais pas où j'en suis dans mes notes. Il te reste quelques minutes, Kevin. Ah ouais, il me reste quelques minutes. Si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, je veux rajouter quelque chose. La conclusion. Les temps sont durs. Mais il y a quand même une chance dans notre malheur, parce que finalement, je vous l'ai dit, la solution, c'est notre unité. Et on sait que, voilà, pour moi, c'est la seule solution qu'on a pour transformer cette société. Et n'ayant que cette solution, ça veut dire que, comme tu le disais, Simon, en fait, on n'a pas de choix, on a deux voies, c'est socialisme ou barbarie pour aller vite, quoi. Donc, moi, j'invite tout le monde à s'organiser, ça veut dire rejoindre des organisations. Là, c'est vraiment le moment de le faire. Et si on n'est pas content des organisations, et on crée ces organisations. Mais là, voilà, va falloir se souder, d'où qu'on vienne, où qu'on soit. Il n'y a que l'unité qui va faire notre victoire. Merci. Merci, c'était Kevin pour le NPA. Et avant qu'on écoute Éric Coquerel, eh bien, j'en profite, puisque vous savez que nous sommes en live là, sur Twitch et sur YouTube. Je crois qu'il y a à peu près 800 personnes qui nous regardent, autant de gens qui ne pouvaient pas venir ici. Et vous le savez, eh bien, avec Parole d'honneur, nous aimons bien organiser des événements comme ça. Toutes les semaines, nous faisons des émissions aussi. Et eh bien, pour nous aider, le meilleur moyen de nous aider, c'est le Tipeee. Le Tipeee, c'est on donne un petit peu chaque mois. Vous pouvez donner à partir de 1 euro, et ça nous permet d'organiser, de continuer à organiser ces événements politiques qui sont extrêmement importants et qui vont le devenir certainement de plus en plus avec les différentes échéances à venir. Je rappelle que le média Parole d'honneur repose sur des bénévoles, comme d'autres médias aussi. C'est un média militant. Je vois aussi dans la salle tout à l'heure, je voyais Judith Bernard de Hors Série, qui est aussi un média qu'on aime beaucoup à Parole d'honneur, et on vous invite aussi à aider ce média en donnant de l'argent, tout simplement. Tout ça est un enjeu extrêmement important. Éric, est-ce que tu es prêt ou tu n'as pas fait tes devoirs? Comment? Tu as fait tes devoirs? Ouais, tu as fini? Oui, parce que j'étais venu avec une feuille blanche et je l'ai remplie progressivement. Oui, merci déjà de l'invitation à tous les organisateurs. Et puis je suis content que... Il n'y a pas forcément besoin d'avoir les gros médias qui répercutent des choses pour avoir du monde. Même un dimanche à 17h, c'est pas toujours facile, etc. Donc déjà, félicitations. Bon, je trouve que c'est... pour vous dire, quand on m'a invité à ce débat, j'ai tout de suite dit oui. Pourquoi? Parce que je trouve que le terme est excellent. Voilà, c'est-à-dire dénouer les nœuds du racisme pour faire peuple. Je trouve que ça pose très bien la question. Donc commençons à dire pourquoi. Je vais dire quelque chose, je sais que je vais enfoncer des portes ouvertes pour beaucoup de monde ici, mais redisons-le, le racisme, ce n'est pas la xénophobie. Voilà. Le racisme est un phénomène social particulier qui a été créé, on va dire, et développé de manière concomitante avec l'essor du capitalisme pour justifier une forme d'exploitation absolument insupportable, c'est-à-dire l'esclavage puis la colonisation. C'est-à-dire que pour justifier finalement d'exploiter de manière totale des êtres humains, on a inventé la hiérarchie des races. C'est à ça que ça a servi. Je dis c'est pas la xénophobie, parce que la xénophobie, là par contre, on va estimer quelque part que c'est malheureusement un peu vieux comme le monde. C'est-à-dire la peur de l'autre est quelque chose qui peut effectivement provoquer un sentiment à un moment donné de rejet. Le racisme, c'est différent. Bon. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si on est d'accord de dire que le racisme a été créé
pour dominer et diviser, par essence, tant qu'il y a du racisme, il ne peut pas y avoir une unité du peuple. On ne peut pas faire peuple. Voilà. Bon, donc ça, c'est une première chose qui me semble nécessaire à dire. Alors, le deuxième thème, qu'est-ce qui nous arrive? Bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays et ailleurs depuis quelques années? Tu disais tout à l'heure, changer de peuple, je serais un peu plus optimiste que toi. Bon, je suis un petit peu plus optimiste que toi, mais ça pourrait ne pas durer. Pourquoi je suis un peu plus optimiste que toi? Parce qu'il y a un bouquin qui vient d'être fait par Vincent Tiberge, qui est un sociologue, qui montre quoi? Qui montre qu'il y a une progression forte du racisme en France, mais que, quelque part, c'est un racisme qui pourrit par la tête. C'est-à-dire qu'il est plus fort dans, entre guillemets, vraiment entre guillemets, les élites politico-médiatiques qu'en réalité dans sa traduction dans le peuple. Si on regarde les études sociologiques de long terme, on se rend compte, je ne dis pas que ça ne va pas évoluer, je vais venir après, mais on se rend compte quand même que, paradoxalement, la société française est plus tolérante vis-à-vis de l'autre qu'elle n'était il y a une trentaine d'années. Bon. Il y a pas mal de quelques têtes blanches qui sont ici dans la salle. Moi, je me souviens, par exemple, c'était une quarantaine d'années, je suis rentré un jour dans un bar, c'était un peu la mode, j'avais une djellaba sur moi, et je me suis fait massacrer par deux personnes qui étaient au bar, en me traitant de tous les noms, etc. C'était l'époque de Dupont-Lajoie, pour ceux qui se rappellent du film de Boisset. Autrement dit, je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a eu paradoxalement plusieurs décennies, pour plein de raisons, quelque chose qui a été, entre guillemets, justement un peu plus tolérant par rapport aux formes de racisme. Le problème que nous avons, c'est qu'on assiste de manière très accélérée, en même temps que la crise du capitalisme, véritablement à un poison raciste diffusé, divulgué, structurel, et qui démarre par le haut. Voilà, c'est ça, je pense, la caractéristique de notre époque. Bon. Et pourquoi ça se passe? C'est en lien, justement, avec ce que je disais. C'est-à-dire, si on est d'accord de dire que le racisme, finalement, est concomitant avec les formes d'exploitation capitaliste, quand le capitalisme est mondialisé, j'allais dire, fait face à, pour maintenir ses taux de profit historiques à 2 chiffres, prend finalement toutes les recettes possibles pour diviser la population, pour exploiter, et dont le racisme, c'est-à-dire l'utilise de manière structurelle, on comprend que depuis quelques années, c'est ce qui se passe et ce à quoi on assiste. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller vite, quand je dis classe dominante, on va dire la bourgeoisie, pour être bref, il y a une utilisation massive du racisme, où c'est pas juste une utilisation, c'est qu'ils versent dedans, etc., mais qui effectivement est la caractéristique depuis quelques années. Notons une chose, c'est que c'est concomitant aussi avec la vision des rapports internationaux. Voilà. C'est-à-dire la manière dont on a installé le choc des civilisations à partir des années 90 pour remplacer finalement le conflit international entre le bloc occidental et l'Union soviétique à partir de considérants qui étaient des considérants et des thématiques, j'allais dire, entre guillemets, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la religion, mais qui étaient plus de type de société. Bon. À partir des années 90, on a, venu des États-Unis, institué la question du choc de civilisation, où l'idée, c'est que la division, le conflit était face à un monde qui n'était plus un conflit géopolitique, en réalité il l'était, on le sait, je vais y revenir, mais un conflit géopolitique travesti sous une autre forme de conflit, qui est le conflit religieux, avec un adversaire fixé de manière très, très claire, qui est le monde arabo-musulman. C'est ça qui s'est passé, et c'est à ça qu'on assiste. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que si on regarde un peu la lecture de la question de ce qui s'est passé à partir du 7 octobre, on voit bien que c'est ce choc de civilisation auquel, je vais revenir, la France a résisté finalement pendant assez longtemps, qui tout d'un coup a envahi l'espace politique et l'espace médiatique. Qu'est-ce qu'on nous a reproché à nous? Qu'est-ce qu'on nous a dit à LFI, puisqu'on a été... nos camarades du NPA aussi, mais on va dire qu'on l'a reçu à une autre échelle de par notre poids. Qu'est-ce qu'on nous a reproché? C'est le fait d'avoir dit que les massacres du 7 octobre étaient absolument inqualifiables, je continue à le dire, mais qu'on ne pouvait pas considérer que les massacres du 7 octobre démarraient le 7 octobre. Ce n'était pas un conflit entre la civilisation, ce qu'a dit tout de suite Netanyahou, et le monde arabo-musulman, on va dire, dans sa version intégriste, c'est-à-dire une mise en parallèle entre le Hamas, les forces palestiniennes et Daesh, pour justifier que, par exemple, il devrait y avoir une espèce de coalition, ce à quoi d'ailleurs Macron a versé dans les premiers jours pour dire on a
appui Israël au nom d'une coalition contre le terrorisme étant le monde arabo-musulman, on voit bien que le 7 octobre, ce qu'on nous a reproché, c'est de dire c'est pas ça. Ce qui s'est passé, on peut ne pas être d'accord avec les formes prises par le 7 octobre, mais n'empêche, ça s'inscrit non pas dans un conflit religieux, mais dans un conflit colonial entre Israël depuis des décennies et les Palestiniens, et qui a pris cette tournure à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que la suite nous a donné raison, puisqu'on voit bien que Netanyahou ne s'est pas contenté, entre guillemets, de châtier le Hamas. Il a en réalité organisé ce qu'il voulait depuis le départ et ce dont il servit de prétexte, c'est-à-dire un génocide du peuple palestinien, pur et simple, rayer Gaza de la carte, faire en sorte que Gaza devienne une entité israélienne, et puis après la Cisjordanie avec une colonisation accrue. Nous, on nous a reproché finalement de dire, attention, c'est un conflit géopolitique, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout de la part des personnes qui le subissent, mais c'est un conflit qui est comme ça. Et à partir de là, on s'en est pris plein la tête. Au nom de quoi ? Au nom de nous dire, vous dites ça, donc vous êtes antisémite. Et en réalité, si on regarde la racine du problème, c'est que c'était le racisme, puisque derrière ça, pour justifier le choc de civilisation, bien évidemment, on utilise le racisme par rapport au monde arabo-musulman, qui nous a fait subir ce que l'on sait et qui a donné cette lecture du conflit israélo-palestinien, du génocide en cours. Alors, si je dis ça, si je dis que les choses s'accélèrent, c'est que, moi je trouve, on pourra en discuter si vous voulez, mais globalement, après les attentats de Charlie, la supermarché Cacher, après même ce qui s'est passé au niveau du Bataclan, il y a eu quand même une résistance quand même assez forte et assez majoritaire pour ne pas faire l'amalgame, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu, mais que ne pas faire l'amalgame entre d'un côté le terrorisme islamique, ou appelons-le comme on veut, et de l'autre côté le monde arabo-musulman et nos concitoyens de religion ou supposés de religion musulmane, parce que on voit bien qu'il suffit finalement d'être entre guillemets arabe pour être projeté dans le monde arabo-musulman et par-delà dans l'islam. Je trouve que globalement ça a à peu près résisté. Mais ce à quoi on assiste depuis, c'est le fait que tout ça se fissure. Alors ça a commencé avec Valls. C'est-à-dire que Valls, Premier ministre de Hollande, si vous vous souvenez bien, a commencé à essentialiser l'islam en tant que tel. C'est lui qui avait expliqué qu'elle n'était pas compatible avec la République, en même temps d'ailleurs qu'il essentialisait les Roms, parce qu'il ne faut pas oublier non plus d'autres formes de racisme. Bon, ça a continué à s'accroître, et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le gouvernement Macron, ça n'a fait que s'accentuer. Je pense à la loi séparatisme, je pense par exemple aux réactions qui ont été celles, on va dire, de la plupart du personnel politico-médiatique, quand nous avons appelé avec des syndicats, d'autres organisations politiques à la marche contre l'islamophobie en 2019. Je pense évidemment plus proche, parce que les choses ne font que s'accélérer, à des déclarations de Retailleau qui reprend quand même les formules de l'extrême droite maurassienne, même sur les Français de papier, qui quand même explique en même temps de manière concomitante, parce que les choses sont liées, que finalement l'état de droit, on peut très certainement s'en passer. Je pense aux déclarations de Macron révélées dans Le Monde quand, vis-à-vis de son ministre des Santé de l'époque, il explique que le problème, c'est tous les Mamadou dans les hôpitaux. Donc, et les Rabzouz. Absolument, tu as raison, j'allais le dire, mais tu as bien... Ne nous oublie pas, s'il te plaît. Je n'allais pas l'oublier. J'allais venir sur ce deuxième article dans lequel il explique ça, qui est quand même un racisme décomplexé total et qui s'exprime dans un endroit où il sait que ça peut être répercuté. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui s'accélère et qui est évidemment, à mon avis, très vif, et qui est très vif d'ailleurs aussi au niveau de sa transposition internationale. Parce que comment ne pas voir dans les déclarations de Macron totalement décomplexé par rapport au Sénégal, au Tchad, où il explique qu'il se demande pourquoi on ne lui a pas dit merci sur le fait que, dit-il, c'est lui qui a sorti les troupes françaises de ces pays-là. Alors, on sait que ce n'est pas du tout la lecture, mais je prends plus récemment ce qui est en train de se passer avec l'Algérie. Bon, ce qui est en train de se passer avec l'Algérie est absolument sidérant. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec les influenceurs, etc. Bon. Mais la question, là encore, c'est la disproportion. Est-ce que vous avez entendu de la part du gouvernement français une réaction comparable par rapport, par exemple, au journaliste français qui a été arrêté il y a quelques jours par les troupes israéliennes en Syrie
simplement parce qu'il témoignait de l'avancée des troupes israéliennes. Je n'ai pas entendu le fait que tout le gouvernement français crie au scandale, etc. Pas plus que je les ai entendus à l'époque, puisqu'on nous dit qu'à certains moments, c'est des ressortissants franco-algériens. Je rappelle que les Algériens ne reconnaissent pas la double nationalité en plus. Franco-algériens, on n'a pas entendu la même chose pour Salah Hamouri, par exemple, d'accord, qui a été emprisonné de manière administrative dans les géoles israéliennes pendant des années. Bon, on n'a pas entendu le même genre de réaction. Donc il y a une réaction à double tente. Et pourquoi elle est à double tente ? Parce qu'en réalité, c'est vis-à-vis, c'est le même processus d'un réflexe néocolonialiste dans lequel verse totalement Macron vis-à-vis de l'Algérie, où tout d'un coup, il estime que quelque part, ça peut être à nouveau le rapport de force entre le dominant et entre les dominants et dominés, où tout d'un coup, il va faire la leçon aux Algériens en pensant qu'ils vont céder, tout simplement parce qu'il rappelle qu'il y a les visas, etc. Il y a les visas, mais il y a le gaz aussi. Alors, manque de chance, dans le rapport de force, à mon avis, ça ne va pas aller très loin, cette histoire. Bon, enfin, c'est juste pour dire que tout ça est assez global. Je termine sur mon inquiétude de ce poisson qui pourrit par la tête. C'est qu'il a à son service quelque chose que nous n'avons pas connu il y a une trentaine d'années, par contre. C'est que jamais on a eu un tel outil médiatique au service du racisme. C'est ça qui fait la différence par rapport à il y a 30 ans. Moi, les propos de CNews, et malheureusement CNews, on va dire que c'est la pointe immergée de l'iceberg. Mais alors comme toutes les chaînes de télé sont aux mains de milliardaires qui tous, les uns après les autres, préfèrent Hitler au Front populaire et pensent que finalement, c'est de bon ton de faire ça, donc ils imitent progressivement CNews. Bon, enfin, les propos tenus à CNews devant des centaines de milliers de personnes tous les jours, c'était, il y a 30 ans, des propos qui étaient tenus dans les arrière-salles de café de manière clandestine par des groupes néo-nazis. C'est ça la réalité, d'accord ? Bon, puisqu'ils sont délictuels de toute façon. Bien, et aujourd'hui, ça rentre comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la différence. Moi, on me dit, mais quelle différence il y a finalement par rapport, on va dire, entre guillemets, aux classes populaires blanches dans des zones rurales, etc. Mais moi, je vais vous dire la différence. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça dans nos villes et nos quartiers périphériques ? Parce que dans nos villes et nos quartiers périphériques, il y a des réseaux sociaux qui continuent, des réseaux sociaux concrets, réels, pardon, des contacts sociaux, des comités, des collectifs, des gens qui se rencontrent, qui se parlent, etc., qui sont des antidotes par rapport à ça. Moi, je vois, par exemple, je connais dans des zones rurales, les gens, ils sont plutôt retraités, ils allument leur télé et ils ont du racisme qui leur arrive, mais à longueur de temps. Il y a beau ne pas avoir un seul immigré, il y a beau ne pas avoir une seule personne qui a une couleur de peau qui leur laisserait penser que tout d'un coup, ça nécessite des réactions racistes. Il n'y a pas tout ça, mais qu'importe, c'est ce qui leur arrive. Bon, ça, c'est vrai que c'est un problème. Et ça se j'ai encore quelques minutes ? Oui, tu as encore quelques minutes. Merci. Ça je veux dire, là où le danger est important, c'est que ça se traduit par un personnage aujourd'hui. Bon, là, c'est vrai que par rapport au rapport de force qui nous est fait, autant en France, je pense qu'il est inversable, il commence à m'inquiéter au niveau international. Parce que cette extrême droitisation, qui est accompagnée d'un racisme pour les raisons que j'ai expliquées, parce que les deux sont inhérents, cette extrême droitisation, elle est à l'échelle internationale. Elle prend progressivement, elle se concrétise progressivement, non pas dans des dirigeants qui viennent de l'extrême droite organisée, mais parfois dans des dirigeants qui viennent de milieux libéraux. Trump n'était pas dans l'extrême droite organisée, Bolsonaro non plus, Orban non plus, et qui progressivement arrive au pouvoir et qui donne, j'allais dire, une vision absolument globale qui nous rappelle quand même de ce fait-là les années 30, y compris en Allemagne, qui va à un moment donné réunir la question du capitalisme le plus hard possible, la question du racisme et la question globalisante de la mainmise sur les médias et sur les réseaux sociaux. Évidemment, je parle d'Elon Musk, qui, moi, je pense, est une figure, de par le poids, le pouvoir qu'il a économique et maintenant politique dans le monde, est une figure qui doit nous inquiéter dans la manière dont l'extrême droite est en train, dans certains pays, de prendre le pas. Et quand c'est dans les États-Unis d'Amérique, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que là, on est sur un problème qui est évidemment d'une autre ampleur. Autrement dit, je pense que le racisme, dans la manière dont il y a le regain de racisme, est concomitant de quelque chose que j'appelle l'évolution du capitalisme vers le totalitarisme. Je pense qu'il y a une évolution du capitalisme dans sa version dominante, on va dire, vers le totalitarisme, parce que ce capitalisme-là, pour continuer à exploiter, dominer, etc., ne peut plus se satisfaire même de la moindre démocratie. Et évidemment, utilise tous les archétypes du capitalisme pour dominer, y compris le racisme. Alors, par rapport à ça, je termine là-dessus. Les conséquences, c'est quoi ? C'est qu'au moins à gauche, il ne faut rien céder à ça.
La lutte antiraciste, c'est pas du sociétal, et puis d'un autre côté, il y aurait du social. Je refuse absolument ça. Je viens d'expliquer pourquoi. Je crois que le racisme est un phénomène social lié structurellement à la question du capitalisme, et du coup, je ne vois pas comment on pourrait être anticapitalisme, anti-impérialisme, anti-scoulé, et ne pas être antiraciste. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Et ceux qui, à gauche, se figurent qu'on va pouvoir éventuellement contourner les problèmes parce qu'au nom de l'antiracisme, on ne parlerait plus à certaines catégories populaires, blanches entre guillemets, etc., avec qui on pourrait finalement discuter de tout, des licenciements, des problèmes de services publics, mais dès lors qu'on mettrait la question du racisme, on nous dirait « je ne vous écoute plus », c'est une erreur profonde. Bon, là, ça rejoint le thème de la journée, les tours et les bourgs. Moi, je pense qu'il faut évidemment réconcilier les tours et les bourgs, mais ça ne peut pas être au prix de nier les formes de domination spécifiques qui sont vécues dans les tours, dans les quartiers des tours. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où on cède sur ce terrain, ça veut dire qu'inévitablement, on cautionne le discours de l'extrême droite, comme quoi il y aurait... vous vous rappelez les déclarations de Fabius dans les années 80, enfin, je le rappelle aux plus jeunes, qui a eu l'idée un jour de dire que le Front National posait les bons problèmes, mais pas les bonnes solutions. Ah bah, c'était super, parce qu'à partir du moment où il expliquait que le Front National raciste posait les bons problèmes, comme lui-même n'avait pas de solution pour faire face à la situation, bah, les gens ont commencé à se dire, bon, bah, eux, ils n'ont pas de solution, mais les autres disent effectivement quelque chose qui est cautionné par ces personnes-là, et ils disent d'autres choses, il faudra peut-être les essayer. Donc, c'est le même problème. Moi, je le dis très clairement. Je pense à Fabien Roussel, je pense à François Ruffin, pour être vite. Moi, je vois bien ce qui se passe. Et notamment, Roussel, ça a été la preuve, éliminé au premier tour. C'est qu'il y a des gens avec qui ils discutent, les mecs se disent « Ah, mais lui, il est sympa. Ah, il est sympa. Pour la gauche, il est sympa. Il lui tape sur l'épaule, ils vont voter Front National. » Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pour terminer, vous l'avez compris, je pense qu'il ne faut céder en rien. Il ne faut céder en rien, et y compris, j'ai confiance à certains moments, j'allais dire, y compris encore dans les ressorts de la population française, quand on mène un combat dans l'unité. Je me rappelle qu'en 2009-2010, grande mobilisation de régularisation des travailleurs sans papier, de tous les syndicats, les associations. À la fin de cette mobilisation qui a eu lieu, il y a le sondage qui sortait que 70% des Français étaient pour régulariser les travailleurs sans papier. Donc ça veut dire que quand vous menez un combat et que vous l'expliquez, il y a des possibilités d'inverser la donne dans l'unité, mais sans rien céder sur les violences policières, sur les questions de discrimination, etc. Et de ce point de vue-là, nous, on va tenir le cap de cette manière-là. Et je pense que d'ailleurs, c'est la seule manière à un moment donné d'inverser le rapport de force électorale. Parce que je rappelle aussi que dans les tours, il n'y a pas... La classe ouvrière, elle est aussi dans les tours. D'accord ? La classe ouvrière, elle n'est pas juste dans la figure qu'on pourrait avoir, elle est aussi dans les tours. Et pour tous ceux qui se rappellent du Covid, à 5h du matin de Seine-Saint-Denis, tous les gens, les métros étaient bondés parce que c'était les gens qui, en première ligne, continuaient à faire fonctionner la société. Alors si ça, c'est pas la classe ouvrière, qu'est-ce que c'est ? Voilà ce que je veux dire. Merci Éric Coquerel, donc député de la France Insoumise. Et j'en profite pour saluer un de tes collègues, Éric, c'est Thomas Porte, puisque tout à l'heure, Thomas Porte, donc, qui est député aussi de la Seine-Saint-Denis, me semble, oui. Eh bien, il a apporté sur les réseaux sociaux son soutien dans une histoire dont va nous parler brièvement Samir, puisque demain, c'est un jour important, un jour même très important, Samir. Bonjour, salam alaikum, vous allez bien ? Et merci à tous ces invités pour ces interventions. Et oui, effectivement, c'est un jour très important, enfin, j'allais dire même un jour grave, parce que demain, au tribunal de Meaux, en Seine-et-Marne, comparaîtra M. Abdourahmane Ridouane, dont Simon a parlé. Vraiment, je tiens à t'en remercier, Simon. Je ne m'attendais pas, tu vois, à entendre son nom dans une des allocutions, et du coup, ça m'a fait sursauter. Parce que voilà, c'est une histoire vraiment tragique, très triste. C'est l'histoire d'une mosquée que l'État a cherché à tout prix à faire fermer. Et à chaque fois, la justice a donné tort à l'État. Parce que tout simplement, cette mosquée, ce sont simplement des musulmans qui vont faire la prière dedans.
en fait. Et comme ils ne sont pas parvenus à ça, ils ont décidé de s'attaquer à la personne qui a créé et qui dirige l'association, donc qui gère cette mosquée, l'association de la mosquée de Pessac. Je ne connais pas le terme, le nom exact. Et depuis un certain nombre d'années, depuis 2021, si je ne me trompe pas, il y a une charge, j'allais dire, qui est menée pour criminaliser la personne de Abdulrahman Ridwan, et notamment durant les 2 dernières années sur le soutien qu'il a apporté, le soutien indéfectible qu'il a apporté à la cause palestinienne. Et monsieur Abdulrahman Ridwan, en fait, il a comment on pourrait dire, des défauts qui sont incompatibles aujourd'hui avec une certaine vision de l'État. C'est qu'il est noir, il est musulman, il est étranger, et comble de l'outrecuidance, il exprime ses idées et surtout il exprime son soutien à la Palestine. Donc demain, pour ma part, je serai à Meaux à ses côtés. Je remercie les élus de la France Insoumise, Madame Torigna, j'espère que je n'écorche pas son nom, Monsieur Taché, Monsieur Porte et Madame Soudet, sans exclusion des autres, tous les militants, toutes les organisations comme CEDEC, mais beaucoup d'autres. Vraiment, je pense que ce qui se passe demain, entre guillemets, c'est une partie de notre dignité qui est en jeu demain, parce que si Abdulrahman est condamné, parce que demain il comparaît pour, je ne l'ai pas dit en fait, pour apologie du terrorisme, alors que vraiment, voilà, moi je mets ma crédibilité en jeu, que bien sûr il n'a jamais été, je veux dire, les propos qu'il a tenus n'ont jamais été de cette nature et ne le seront jamais, je pense. C'est une partie de notre dignité qui est en jeu demain, et donc je demande vraiment au plus de personnes de pouvoir venir à 13h au tribunal. Ceux qui ne peuvent pas venir, de partager les posts. Il y a aussi, et ça je dis pas ça parce que j'ai travaillé dessus, mais je pense que c'est un travail qui est intéressant à regarder. Nous avons fait un entretien qui est disponible sur la chaîne Parole d'Honneur. Et vraiment, voilà, encore une dernière fois, je le dis, c'est une partie de notre dignité qui se jouera demain. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est que, voilà, je veux dire, quelle que soit l'issue, jamais il ne reviendra sur le soutien qu'il apporte à la Palestine, du style devoir arrêter de vivre en France ce qu'il fait dans la paix depuis plus de 35 ans. Donc, soutien à Abdulrahman Ridwan. Merci de m'avoir écouté. Merci. Ah, est-ce que le micro fonctionne? Ouais. Merci. Et tu parlais d'apologie du terrorisme. Eh bien, je pense que vous avez vu aussi que hier ou avant-hier, on a appris aussi que Anas Kazib, qui est donc porte-parole ou quelque chose comme ça, peut-être porte-parole de Révolution Permanente, donc une organisation de gauche anticapitaliste, révolutionnaire, eh bien aussi là est poursuivi, va passer en procès, c'est ça, hein, pour le 7 juin. Ouais. Voilà. Pour toujours pareil, hein, apologie du terrorisme, voilà, et aussi il demande du soutien, hein, c'est normal. Du coup, on va écouter l'Union communiste libertaire et puis on finira avec toi, Amal. Okay. Allons-y. Par ailleurs, il me semble qu'il y a la convocation de Richie Thibault demain. Oui, demain. Voilà. Si tu as les infos, vas-y, hein, puisqu'on y est, dans la solidarité, on est là. Je n'ai pas les infos, mais c'est demain et soutien total. Voilà. Alors, je reconnais juste à mon pote. Ouais. Depuis une quarantaine d'années, la bourgeoisie mobilise une polarisation raciste des luttes sociales qui tend à présenter les révoltes des quartiers populaires comme des violences plus ou moins factieuses, séparatistes et exogènes, car vues comme exclusivement non blanches. La révolte des Gilets jaunes, elle, est présentée comme exclusivement blanche, bien que ce soit loin d'être vrai, et comme relevant de la rébellion instrumentalisable par l'extrême droite. D'ailleurs, et c'est important de le rappeler, c'est les mêmes armes qui ont été utilisées contre le quartier depuis des décennies, et qui sont aujourd'hui utilisés pour réprimer les Gilets jaunes et actuellement également le mouvement social. Pourtant, les Gilets jaunes, tout comme les révoltes de 2005 et 2023, nous poussent à penser ensemble l'emploi et les salaires, les services publics et l'exercice autoritaire et antisocial du pouvoir sous les gouvernements successifs. Des possibilités de convergence évidentes existent entre les différentes factions des classes populaires.
La fragmentation du mouvement ouvrier se creuse, que ce soit avec d'un côté travailleurs à statut conventionné ou indépendant, et avec de l'autre sous-traitants, intérimaires, ubérisés. Ce sont ces doubles processus qui favorisent la division raciste du travail et de nos territoires. Ce serait un drame que de ne pas s'interroger sur ce point tout en appelant à une union des bourgs et des tours. L'extrême droite profite de la déception des luttes ouvrières. Il y a peu de luttes gagnantes ces dernières années et on n'arrive pas à convaincre que la part du gâteau qui revient à notre classe, la classe des travailleurs, notre camp social, donc la part du gâteau peut s'étendre. La conséquence de ça, c'est que même s'ils savent qu'il y a des personnes qui sont mieux loties que les non-blancs, une partie des classes populaires blanches se tourne vers le pacte racial avec leur bourgeoisie et la préférence nationale comme moyen de se garder les miettes de cette part de gâteau minuscule. Malgré le drame de la mort de Naël et de la répression policière et judiciaire immense qui s'en est suivie, la réaction différente du camp de la gauche par rapport aux révoltes de 2005 est une victoire politique. Pas d'appel au calme, pas de paix sans justice. Il s'agit du fruit des mobilisations passées et présentes. La gauche ne veut plus regarder ailleurs tandis que des jeunes, parce que non-blancs, arabes, noirs ou roms, se font abattre en bas de chez eux. Il y a aussi une prise de conscience progressive que la non-remise en question des fondements coloniaux et racistes de la République et de nos sociétés occidentales nous condamne et nous mène au fascisme, ou encore à ce que Césaire appelait l'ensauvagement du territoire, l'ensauvagement du continent, pardon. Formulé autrement, cela signifie que nous ne serons jamais libres, nous n'atteindrons jamais une quelconque forme de révolution socialiste, ce que nous cherchons à construire à l'UCL, et ce pour notre humanité et notre dignité, comme le rappelait Samir, sans une lutte acharnée et première contre le racisme, ainsi que sur le plan international contre l'impérialisme et le néocolonialisme, et en premier lieu contre le nôtre. Sur ce dernier point, le cas de la répression coloniale terrible en Kanaki suite aux mobilisations contre le dégel du corps électoral ou bien du drame humanitaire immense à Mayotte, directe conséquence de la politique coloniale et sur lequel pourtant surfent les racistes et colons de tous bords, nous ouvre une brèche pour dénoncer la politique coloniale de la France. Le génocide en cours en Palestine nous oblige à montrer la responsabilité première de nos États impérialistes. Les mobilisations d'ampleur sur la Palestine sont par ailleurs un héritage de l'immigration postcoloniale qui a été la première à parler de la Palestine et à s'organiser dans les années 70 et 80. Les mobilisations pour la Kanaki et pour les Outre-mer en général n'ont malheureusement pas rassemblé aussi largement, alors même qu'il s'agit de notre colonialisme direct et qu'il y a un continuum évident entre le racisme d'État et le colonialisme français. Donc la convergence est encore pleinement à construire. Il nous faut faire l'unité de notre camp social pour avoir le rapport de force nécessaire pour renverser ce système qui nous écrase. Ce rapport de force, on ne pourra pas l'atteindre si on centre notre analyse et notre action que sur la France métropolitaine, comme si elle était coupée des dynamiques internationales. On ne pourra pas non plus défaire ce nœud en considérant que le racisme n'est qu'une arme de division. La race a pour fondement la légitimation de la colonisation européenne, sans laquelle le système de production capitaliste, comme le rappelait Éric Coquerel tout à l'heure, n'aurait pas pu se développer et devenir hégémonique. Le racisme actuel n'est pas les restes d'un passé révolu, il est la justification d'un présent bien actuel, néocolonial et impérialiste. Dans cette période, la Palestine est une boussole, réellement, parce que le génocide des Palestiniens nous montre ce que valent les vies arabes pour l'Occident. Pour l'hégémonie bourgeoise, leur mort est justifiée, parce qu'ils sont coupables dès leur naissance. Cette séquence, c'est aussi l'héritage de la guerre contre le terrorisme, qui permet de justifier les guerres de l'Occident contre les peuples. En France, c'est la justification de la politique d'acharnement contre les musulmans et musulmanes, dont une des armes est une instrumentalisation toujours plus grande de la laïcité. Ces politiques qui n'ont d'abord touché qu'une partie de la population ont été un cheval de Troie pour faire reculer les libertés publiques et renforcer l'autoritarisme de l'État. Si les militants anticolonialistes et antiracistes ont été les premiers à les subir, ces armes de répression sont utilisées contre l'ensemble du mouvement social aujourd'hui. La division raciale du travail, permise par le racisme systémique, sert les capitalistes. Grâce à ça, ils fabriquent une ségrégation physique qui empêche un rapport de force de classe et dégage des surprofits de la surexploitation des corps non blancs. L'immigration est le grand cheval de bataille des partis de la bourgeoisie. La panique morale qui nous est imposée est un moteur de la montée de l'extrême droite. Ils disent vouloir limiter, entre guillemets, l'immigration, mais ce pays ne peut pas tourner sans, et ça, la bourgeoisie le sait. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est faire grossir les rangs d'une main-d'œuvre sans droit et corvéable à merci. Le rôle de cette main-d'œuvre est de permettre de continuer de gonfler les profits des bourgeois tout en achetant la paix sociale avec les travailleurs blancs qui voient leurs conditions de travail reculer plus lentement. Face à ça, notre classe, elle doit être plus ambitieuse et moins dupe, parce que tant qu'il y aura des statuts inférieurs, des sous-travailleurs et travailleuses, des sous-hommes, nous ne gagnerons aucune victoire sociale. Et il en va aussi de notre humanité. Est-ce qu'on peut vraiment se respecter lorsqu'on ferme les yeux et qu'on accepte la mort de 10 000 personnes en Méditerranée cette année ?
Et le silence des médias et le silence aussi de la gauche, et notre silence, en fait, il est criminel. Je reviendrai sur la loi Darmanin parce que c'était aussi un moment de clarification. Cette loi, elle le montre clairement qu'ils en ont après toutes les personnes non blanches de ce pays. Le pouvoir donné aux forces de l'ordre ainsi que la tentative d'élargissement de la déchéance de nationalité, c'est le commencement d'une offensive encore plus extrême. Je reviendrai sur un élément en particulier de la loi Darmanin, parce qu'il y a eu un flou sur ce qui a été censuré ou non. Le contrat d'engagement à respecter les principes de la République, qui est bien passé, qui est bien en application depuis 1 an. Donc il est maintenant obligatoire pour l'obtention de tout titre de séjour et permet en cas de non-respect d'une des clauses de ne pas renouveler ou de ne pas délivrer un titre de séjour, et ce peu importe la durée de ce titre de séjour. Il introduit des clauses de respect de la devise et des symboles de la République, de l'intégrité territoriale de la France. C'est une manière habile et directe de silencier toute contestation contre le néocolonialisme de l'État français dans les Outre-mer, de Mayotte et des Comoriens, par exemple. Il introduit aussi et surtout le respect du principe de laïcité. Et il s'en cache même plus parce que la suspicion elle est directement portée sur les musulmans. Et c'est vraiment directement une participation à la création d'un danger de l'intérieur. Pour défaire le nœud du racisme et faire classe, il nous faudra remettre la main sur nos luttes. Les luttes féministes et LGBTI notamment, qui nous sont volées pour servir l'État et la bourgeoisie et légitimer leur politique raciste et coloniale. On se rappelle lorsqu'un soldat israélien brandit un drapeau LGBTI sur les décombres de Gaza, c'est qu'il nous crache à la figure. Leur discours infuse partout. Ce ne serait plus le capitalisme qui précarise les femmes économiquement et le patriarcat qui les soumet, ce seraient les étrangers dans la rue qui les agressent. Ce ne serait plus le patriarcat et l'hétérosexisme qui contraint les LGBTI à la marge et les expose à toutes les violences, qui les assimilent à leur politique et qui les jettent en pâture à la première occasion, ce seraient les musulmans opposés à la civilisation occidentale. Pourtant, ce n'est pas eux qui s'organisent avec des fonds de millions d'euros politiquement pour protéger les enfants de l'idéologie transgenre ou de la théorie du genre. Sur la France insoumise, par ailleurs, on a appelé à voter pour la France insoumise, donc on n'est pas possible, même si on est révolutionnaire. C'est bon, tu peux balancer alors. Bon. Non, du tout. Mais si la France insoumise, elle porte aujourd'hui la question du racisme et elle tient bon notamment sur l'islamophobie, c'est grâce au travail acharné des militants de l'antiracisme politique. Et on a de quoi s'en réjouir. Parce qu'on est révolutionnaires et pas aveugles, et nos vies changent tous les jours, pour le pire, car des lois antisociales sont votées. Donc on reconnaît le rôle de la France insoumise dans la construction d'une hégémonie politique de gauche, et on salue leur travail parlementaire. Cependant, on pense que ça ne peut pas être notre seule perspective de lutte. La France insoumise, elle n'a pas vocation à organiser notre classe largement. Il n'y a aucune dynamique politique ne peut tenir à elle seule sans l'implication du plus grand nombre face aux capitalistes. Nous, à l'Union communiste libertaire, on pense que c'est l'organisation de la mobilisation des masses, le rapport de force avec la bourgeoisie qui peut nous permettre un changement social radical et nous rapprocher d'une révolution socialiste. Bon, et c'est nous, la tâche à laquelle on s'attelle, oui, exactement, c'est nous, et nous, c'est la tâche à laquelle on s'attelle à notre petite échelle. Humblement, merci. Et non, j'ai pas fini, j'ai dit merci. Ouais, je suis désolée. À l'UCL, nous pensons que la place des syndicats dans la lutte est primordiale. Le syndicat, c'est l'organisation de la classe par rapport à l'exploitation capitaliste. C'est certes insuffisant, mais par son histoire, il a acquis des droits et des moyens, et ça serait dommage de s'en priver pour les luttes antiracistes. Le syndicat, c'est déjà le lieu où s'organise une grande partie des quartiers populaires, mais pas en tant que tel. Un des enjeux pour les syndicats, c'est de s'adapter aux évolutions du capitalisme et en particulier à sa fragmentation de l'identité, par exemple avec les chaînes de sous-traitance et la fracturalisation des contrats de travail. La plupart des non-blancs ne sont pas dans les bastions syndicaux et dans les professions qui conservent un statut. Ils travaillent dans ces espaces fragmentés où le syndicat a du mal à s'implanter, et c'est pour ça que cette adaptation du syndicalisme est centrale. Parce que les travailleurs non-blancs sont une force sans laquelle le syndicalisme de classe ne peut pas gagner. On a aussi tout un intérêt à investir en particulier les unions locales ou les unions départementales pour construire de l'interpro entre les différentes branches des travailleurs et travailleuses. C'est un espace qui permet de reconstruire la classe au-delà des corporatismes et dans lequel les opportunités de campagne communes sont plus grandes. Nous saluons par ailleurs les luttes des travailleurs et des travailleuses sans papier, des collectifs migrants de la CGT et de la Commission Immigration de Solidaire. L'importance des syndicats s'accentue d'autant plus que la régularisation se fait aujourd'hui par le travail et que l'immigration est utilisée comme main-d'œuvre pas chère et docile pour le patronat.
La question de l'organisation spécifique des travailleurs étrangers dans les syndicats n'est pas nouvelle. On pense aux main-d'œuvre immigrée de la MOI, qui était une organisation de la CGT durant l'entre-deux-guerres, dans laquelle les travailleurs immigrés s'organisaient ensemble. C'est un sujet qui a vocation à revenir dans nos syndicats. On pense que les antiracistes qui travaillent doivent se syndiquer et que les syndicalistes antiracistes doivent se coordonner pour mener des luttes sur les lieux de travail. Par exemple, les discriminations contre les femmes voilées sont omniprésentes dans les secteurs privés comme publics. Le travail contre ces discriminations était fait et dédicace au CCIF avant sa dissolution, et ce travail, les syndicats pourraient le faire. Le CCIF a montré la voie sur ce qu'on peut faire contre ces discriminations racistes au travail, et c'est à nous, syndicalistes, de reprendre le flambeau. Une première perspective serait de réussir à lancer une campagne syndicale contre ces discriminations. Notre rôle aussi, c'est de développer suffisamment la conscience de classe pour construire une solidarité avec les Outre-mer, avec les luttes des sans-papiers, qu'elles ne soient plus isolées dans leur mobilisation. Nos destins sont liés et nous ne pouvons être victorieux sans eux. Pour construire un rapport de force en notre faveur, il nous faut être unitaires, parce que personne ni aucune structure politique ne peut prétendre détenir à elle seule la vérité. Pour nous, ça passe par la construction de cadres interorgas qui permettent de réagir rapidement et massivement contre les offensives racistes et impérialistes et à terme de devenir offensives sur ces questions. Notre stratégie, elle repose sur l'investissement dans une dynamique des contre-pouvoirs. On pense que les syndicats, les comités de quartier, les associations de droit au logement, les collectifs et organisations antiracistes doivent devenir les plus combatives et massives possibles. On sait qu'on ne part pas de nulle part et il y a des luttes desquelles il nous faut apprendre, que ce soit celles des années 80, 90, 2000, 2010. Connaître les erreurs passées et les surmonter, connaître les stratégies qui ont déjà été pensées, savoir que l'on s'inscrit dans une histoire de lutte large et digne. Je passe dans ma partie conclusion. L'heure est à l'urgence. Face à l'adhésion toujours plus forte d'une partie de la société à des projets politiques racistes et à la potentialité de l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Pourtant, une large partie de la gauche a manqué dans les luttes des quartiers populaires et n'a pas été à la hauteur sur le racisme et le colonialisme. On pense qu'il y a des raisons d'espérer. L'universalisme bancal et véreux, les discours de supériorité civilisationnelle et les prétendues démocraties que l'Occident offrirait à ses peuples ne trompent plus. Les masques tombent et le système de domination occidentale apparaît pour ce qu'elle est, dans sa laideur et son immoralité. La crise économique est là, l'inflation est là, et la colère aussi. Tout ça ouvre des brèches, des opportunités pour que bientôt nous soyons d'autant plus nombreux et nombreuses à voir la nécessité d'une révolution. Malheureusement, notre classe est désorganisée et éparpillée. Les organisations de gauche sont faibles à proposer et à convaincre qu'un futur meilleur est possible. Leur système ne tiendra pas éternellement. La question est, quand est-ce qu'une rupture se fera, car elle se fera, et est-ce que nous aurons suffisamment diffusé nos idées? Est-ce que nous aurons su peser et nous faire le relais de cette colère? Est-ce qu'on sera sûr que cette colère, elle ne se dirigera pas contre les derniers arrivants, victimes du néocolonialisme, des crises climatiques, des guerres impérialistes ou des Français de l'immigration postcoloniale, mais bien contre les responsables du désastre et de notre misère? Sur le mouvement des Gilets jaunes, pour revenir brièvement dessus, il y avait des composantes racistes et réactionnaires, pourtant ça ne faisait pas partie des revendications principales. Il nous faut faire peuple et combattre le projet de guerre civile raciale vers lequel veut nous amener l'extrême droite, ici comme à l'international, dans leur grand délire de choc des civilisations. Dans un pays fondé sur le colonialisme et l'impérialisme, faire classe n'est pas facile, et la tentation des prolétaires blancs de se solidariser avec leur bourgeoisie plutôt qu'avec leur camp est grande. Il nous faut briser la solidarité des prolétaires blancs avec leur bourgeoisie. Il nous faut réinventer l'espoir et travailler à construire notre conscience de classe. Il y a ce discours, puis il y a la suite. Nous sommes des militants et des militantes de terrain. Il nous faut s'organiser à la base, construire le rapport de force sans relâche, dans la rue, dans nos lieux d'études et de travail, dans nos quartiers, dans nos villes et villes de campagne. Nous ne nous résignons pas à la prise de pouvoir de l'extrême droite. Nous ne nous résignons pas à la barbarie. Et comme le disait le Front uni de l'immigration et des quartiers populaires, il nous faut s'unir pour ne plus subir. Merci. Merci Azin de l'UCL, l'Union communiste libertaire. Et on va finir les prises de parole avec toi, Amal. Oui. À toi l'honneur. Merci. Alors, défaire les nœuds du racisme pour faire peuple. Le racisme, c'est un problème complexe et enraciné. Et ça fait long.
je pense que vous avez tout dit et que ce que je vais dire, ça va être juste... Je vais juste compléter, en fait. Donc, qui nécessite une approche... J'aime pas lire, excusez-moi, moi je suis toujours en freestyle et j'ai pris des notes, j'ai fait semblant d'être bonne élève, mais... Pas facile de passer en dernier parce que... Pas facile. Et je vais y aller en freestyle, vas-y, en freestyle, comme je le fais. Encouragez-la. Allez. Donc, comme je vous disais, le racisme, c'est un problème complexe et enraciné et multidimensionnel, bien évidemment, qu'il va falloir résoudre ou essayer de résoudre pour pas sombrer dans le chaos. Parce que même si je suis quelqu'un d'altruiste et optimiste en règle générale, mais ce qu'on voit ici en France, mais aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde. Notamment, la boussole, c'est la Palestine. Comment ce gouvernement, mais aussi la politique de l'Europe se comporte avec Gaza, avec le peuple palestinien, qui fait froid dans le dos parce que on se dit que il y a des millions de gens qui meurent tous les jours, où c'est documenté. On a des images atroces et on ne doit pas s'habituer à cette atrocité et à cette tragédie, en fait, tout simplement. Et donc, ça nous donne comment dire, de se dire comment ce gouvernement peut réagir avec sa population, en fait. Il y a des vies qui comptent et il y a des vies qui ne comptent pas. Et il y a des vies en France qui comptent et il y a des vies qui ne comptent pas. Et on le voit, le racisme se diffuse, se distille au sein de la société par différentes formes, notamment par celle qui est visible, celle dont on a maintenant tous connaissance et on ne peut plus nier le fait, c'est la question des violences policières. La question des violences policières, elle est fondamentale dans la lutte contre le racisme. Puisqu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à militer, on me parlait de lutte de classe et qu'on n'avait pas envie de nous entendre parler de la lutte des races. Et moi qui venais de commencer, qui venais de perdre mon frère, je me disais, mais c'est quoi ce truc de militant, lutte des classes, lutte des races, pourquoi on en est là, en fait? Et après quelques années de combat, je comprends qu'il est difficile pour des militants de gauche qui n'avaient pas l'habitude de se questionner sur la question de la race et des préoccupations des gens qui vivent le racisme dans leur corps, dans leur chair, quand ils ont perdu un proche, et que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Et c'est la raison pour laquelle, tout de suite, pour moi, il était important de faire des alliances. Je ne sais pas si on peut parler d'alliance, mais de ce qu'on appelait la convergence des luttes. Et pour moi, c'était assez naturel parce que je me disais, ce qui nous concerne, nous, un jour, vous concernera, vous, un autre jour. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, depuis des années, parce que quand on prend, par exemple, sur la question du LBD, tout ce qui a été expérimenté dans les banlieues dans les années 90, ça a d'abord été expérimenté sur les banlieues, sur ces minorités. Quand il y a eu la révolte des banlieues et qu'on n'a pas parlé de révolte, mais on a parlé d'émeutes,
Mais dans émeute, il y a émotion aussi. Et donc ça, on doit en tenir compte. Et c'est aussi une façon de se révolter, c'est une façon aussi d'exister, de faire de la politique autrement, mais c'était aussi leur façon. Donc je perds le fil, donc en freestyle, c'est un... Comment ? LBD, ouais. Oui, sur la question des LBD, et au fur et à mesure des années, moi je le vois parce que quand on a lancé la marche pour la justice, pour la dignité en 2015, et que ça va rassembler énormément de monde dans la rue, et que les gens se sentaient concernés, et à ce moment-là, il y a vraiment eu une véritable prise de conscience, une véritable convergence. Et puis après, il y a eu le mouvement, les mouvements sociaux qui ont été lourdement réprimés, et notamment de nombreux blessés. Puis il y a eu les gilets jaunes, bien évidemment. Mais il a fallu qu'il y ait des événements, qu'il y ait des gens qui soient concernés dans leur chair, pour se dire que, oui, effectivement, on peut dire que la police tue. Donc, moi, c'est vrai que j'utilisais la police assassine, même si le terme, juridiquement, il n'est pas convenable, puisqu'un assassinat, il faut préméditation. Mais c'était aussi pour dire les choses très clairement, pour qu'on ne se pose pas de questions, et que quand on parle de nous, on se dise... mais ces gens-là, ils parlent de quoi, en fait, un assassinat, la police assassine. Donc, il fallait aussi... interpeller l'opinion publique, interpeller les gens qui n'étaient pas forcément concernés, mais qui étaient aussi dans les luttes, et les avoir en tant qu'alliés à nos côtés. Et ça a fonctionné, et je sais qu'aujourd'hui, la question, par exemple, des violences policières, elle s'impose à tous, tout le monde en parle, et nous sommes heureux et heureuses d'y avoir contribué par notre combat, et notre radicalité aussi dans nos propos, parce que c'est vrai que je suis un peu plus calme aujourd'hui, mais j'étais vraiment animée par cette rage et cette détermination à ne rien lâcher, et à faire qu'à un moment donné, on s'interroge sur cette question-là. Donc ça, c'est une forme de racisme. Après, il y a un autre racisme dont... au sein de la gauche, où il est plus compliqué de parler, c'est l'islamophobie. Alors l'islamophobie, après il y a eu des lois, qui ont été votées, et personne n'a réagi. Et ça, c'était vraiment les prémices, quand même, de se dire que des syndicats, que des partis politiques, à un moment donné, allaient être aussi attaqués pour apologie du terrorisme. Donc c'est qu'à un moment donné, on a laissé faire aussi cette forme de racisme, ces moyens qu'ils ont mis en place pour légiférer, pour désigner un ennemi public qui sont les musulmans, d'accord ? Et ça ne vous concernait pas. Ça ne concernait personne. Et quand vous avez un enfant qui a été mis en garde à vue, qu'on a été cherché à 10 ans parce que dans une cour de récréation, il aurait tenu des propos et qu'on a été chercher, ça n'a ému personne. Donc aujourd'hui, il est temps de se réveiller, en fait, parce que toutes ces lois liberticides, sécuritaires, islamophobes, c'est une forme d'expérimentation. Ils vous regardent, ils nous regardent, le peuple. Ce gouvernement nous prépare au pire. Et si la question des musulmans ne vous concerne pas, elle vous concernera un jour pour apologie du terrorisme. Donc ça, c'est une question. L'islamophobie, on ne doit plus tortiller du cul, excusez-moi du terme, mais c'est une question fondamentale. La question de l'islamophobie, c'est une question fondamentale. Parce que, croyez-moi, dans quelques années, vous direz « Ah, si on avait su ».
Alors c'est la raison pour laquelle, demain, il faut qu'il y ait un maximum de soutien à Redouane, à Monsieur Redouane. Parce qu'au-delà de viser les musulmans, encore une fois, de les attaquer pour apologie du terrorisme, c'est attaquer une liberté, des libertés fondamentales, qui sont la liberté d'opinion, la liberté d'expression qui est chère à leurs yeux et qui est chère à nos yeux. Donc demain, 13h à Meaux, je suis de Meaux et j'y serai, et il faut qu'on y soit tous pour le soutenir. Alors bien évidemment qu'il y a des solutions aussi et qu'il va falloir qu'on se retrousse les manches et ne pas faire que des constats. C'est imposer cette parole sans compromission. C'est imposer cette radicalité comme le font la France insoumise et depuis quelques années. C'est aussi visibiliser des gens qui n'ont pas l'habitude de faire de la politique, qui parfois même ont le syndrome de l'imposteur parce qu'ils pourraient se dire mais qu'est-ce que je fais là et de quoi je parle, même si au fond de nous, tout ce racisme, toutes ces discriminations, toute cette injustice, on le vit dans notre propre chair. Donc il va falloir s'organiser, éduquer, demander à ce qu'il y ait une éducation dans les écoles comme on l'a fait pour la Shoah, parler de colonialisme dans les écoles, parler de racisme dans les écoles, parler de discrimination dans les écoles. Donc ça passe aussi par l'éducation. Et ça, c'est un programme. Et ça, c'est un programme qu'il va falloir mettre en place aussi, d'accord ? Pour que les générations suivantes se disent bah, eux ils parlent de nous et qu'on interdise à qui que ce soit de dire toi t'as des cheveux crépus, toi t'es pas comme moi, ah toi t'as la couleur du caca, parce que ça a un impact tout ça. Ça a un impact psychologique sur la vie future des uns et des autres. Donc on ne doit pas prendre à la légère toutes ces formes de discrimination. Donc dans les programmes politiques à venir, il faut qu'on parle de la question du racisme, du colonialisme, du rôle de la France, qu'a joué la France, et pas de manière de temps en temps en parler comme ça, de dire le colonialisme, la France a eu tel ou tel rôle. Il faut que ce soit dans les programmes scolaires. Il faut qu'à un moment donné, ces enfants immigrés se disent « on vient de quelque part ». Nos parents ont été maltraités. Et donc ça a un impact aussi psychologique sur des générations futures. Et donc ça, on doit s'en emparer et on doit en parler. Après, il faut qu'il y ait aussi des gens qui, sur la question de la représentativité, il faut qu'il y ait de la diversité. Aujourd'hui, ce n'est pas assez. Moi, quand je vois tel ou tel parti, la diversité, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, c'est pas assez. On doit faire plus d'efforts. Donc j'invite tous les partis politiques qui sont nos alliés et qui ont envie de faire changer les choses et de défaire le nœud du racisme pour faire peuple, on doit passer par toutes ces étapes-là. Donc, le racisme, c'est aussi des événements, de la mobilisation. Vous y étiez peut-être l'année dernière ou pas. La marche du 21 avril 2024 contre le racisme, contre l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants. Donc,
je ne sais pas si cette année on va reconduire cette date, mais en tous les cas, on aura besoin de vous et on vous tiendra au courant si cette date est reconduite. Et il y a des gens qui veulent là-bas. Voilà. J'ai entendu, ouais. Et pour ma part, sur la question de la Palestine, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de s'habituer au pire. Et j'ai pas envie qu'on s'habitue au pire, parce qu'à chaque fois que je regarde ces images, c'est des images... c'est douloureux. Donc pour moi, il faut qu'on crée un grand événement autour de la Palestine. Et j'ai besoin de votre aide, parce que de là d'où je viens, Meaux, qui est ma ville natale, et c'est là où j'ai été aussi candidate. Et j'ai Monsieur Copé, donc que vous connaissez tous, Monsieur Pain au chocolat, qui m'a rencontré, que j'ai rencontré lors d'une où j'allais voir des gens lors d'une manifestation, je crois que c'était à la fête de la musique, et puis il passait, il m'a serré la main, et il m'a dit, vous savez, votre parti politique, la France Insoumise, j'ai pas envie que ce soit Gaza à Meaux. Donc voilà. Abject. Et donc, du coup, il ne s'est jamais prononcé sur la question palestinienne. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est organiser un grand événement à Meaux, un grand concert en soutien à Gaza. Donc voilà, j'aurai besoin de vous. Donc soyez prêts le moment venu. Donc j'aurai besoin de vous, donc soyez prêts le moment venu quand je lancerai cet appel à mobilisation à Meaux. C'est à 30 minutes, hein, c'est pas au fin fond de la Seine-et-Marne, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, j'aurai besoin de toutes les forces vives pour rappeler le soutien au peuple palestinien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aman. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, on m'entend. Yazid, il m'entend. Ouais, c'est bon, ok. Du coup, merci à tous. On va pouvoir quand même prendre quelques questions. Alors, en attendant que le micro s'organise dans la salle, hein, il y a sûrement un volontaire qui va bien vouloir faire ce truc pas super agréable, mais enfin, il en faut un, qui va donner le micro. Et du coup, Amal, tu parlais du génocide de Gaza. On parle là du nœud du racisme. Simon, je sais que bientôt, vous aussi, vous organisez avec TEDEC et le JFP un événement dans 2 semaines. Est-ce que tu veux bien, le temps que ça s'organise un petit peu dans la salle, nous dire de quoi il en est dans 2 semaines? Un week-end Alors c'est un colloque du coup qui est organisé conjointement par l'Union juive française pour la paix et le collectif TEDEC à l'occasion des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Donc alors, je vais reprendre le programme parce que j'ai pas toute la programmation en tête. week-end de commémoration. Alors c'est un colloque à la fois de commémoration mais de réflexion sur le fait génocidaire en fait, à la fois dans sa spécificité dans chaque génocide qui a pu avoir lieu dans l'histoire et donc dans la singularité de chaque génocide et dans ce que le fait génocidaire aussi a en commun à travers tous ces événements là. C'est un week-end de réflexion qui regarde à la fois en arrière mais qui regarde aussi dans le présent, qui regarde aussi vers l'avenir. Donc c'est un événement assez important, en tout cas déjà pour nous en tant que collectif juif. On est très content d'avoir pu élargir en fait ce colloque à d'autres génocides, à d'autres peuples qui ont subi l'oppression, qui subissent aujourd'hui l'oppression. Parce que ce sera quoi? Ce sera les 80... Non, les... C'est les 80 ans, 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, c'est ça? C'est ça, ouais, je me trompe pas? C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est 80 ans après la libération d'Auschwitz. Pensez le fait génocidaire, histoire, mémoire et actualité. C'est les 25 et 26 janvier 2025. Ça se passe dans la 87 rue du Faubourg Saint-Denis, dans la salle du Parti ouvrier indépendant. Donc cette grande salle où on a déjà nous pu l'occasion de faire déjà un meeting. Je crois qu'il y a Chapoutot, c'est ça? Il y a Johan Chapoutot qui sera là. Très très beau programme. Hein. Très beau programme. Tu veux que je te fasse la liste du programme? Franchement, ouais, vas-y. Donc on aura un mot d'introduction fait par nos 2 organisations.
Ensuite, il y aura la projection d'un film d'Eyal Sivan et de Ronnie Broman, enfin un dialogue autour du film, pardon, un spécialiste portrait d'un criminel moderne. Donc dialogue avec Eyal Sivan, réalisateur, et Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières. On aura Enzo Traverso, historien, qui sera présent, qui nous parlera de l'histoire et de la mémoire de la Shoah, l'héritage colonial. Johan Chapoutot, du coup, sur la question du nazisme, antisémitisme et paradigme génocidaire. Il y aura Dafina Savic qui viendra nous parler de l'effacement historique à la lutte pour la mémoire, l'antiziganisme d'hier à aujourd'hui. On aura la chercheuse Sadia Aksous qui viendra nous parler de la solidarité judéo-musulmane en Algérie et en France pendant la Shoah. Et on aura, pour clôturer cette première journée du samedi 25 janvier, une grande table ronde, multiplicité du fait génocidaire, singularité des génocides, avec Lissel Quiroz, David Martin, Michel Siboni et Rada Ivekovic. Et puis le dimanche, donc on aura une première table ronde sur la construction de la notion de génocide et son application en droit international, donc avec une approche plutôt juridique. On aura Tal Ever Shibowski qui viendra nous parler de la manière de nommer le génocide, Holocauste, Shoah, Khurb, c'est un terme que je ne connais pas, je suis désolé. Il viendra ensuite un temps avec Sophie Mendelssohn, qui est une camarade du collectif Tzedek, qui est également psychologue, psychanalyste, et dont l'intervention est intitulée « Vivre avec ses morts depuis Auschwitz, sortir du démenti mémoriel ». Dominique Natanson, notre camarade de l'Union juive française pour la paix, grand pédagogue qui viendra parler de Auschwitz et de l'éducation antiraciste. René Monza qui interviendra également sur le négationnisme comme forme de la complicité. Reza Zia Ebrahimi qui interviendra sur le sionisme, Innocence blanche et le transfert de la culpabilité de l'antisémitisme. Gilbert Achkar, le combat des Palestiniens contre Israël, continuation de la Shoah ou lutte anticoloniale. Et avant de conclure, Dimitri Manessis, s'organiser et résister, l'expérience de la main-d'œuvre immigrée. Main-d'œuvre ouvrière immigrée, merci. Et puis il y aura un mot de conclusion. Donc c'est un programme qui est riche, qui est très diversifié. On voit ça, hein, c'est riche. On vous attend nombreux à cet événement et merci de m'avoir permis de présenter le programme. Voilà. Merci à toi Simon. Donc c'est organisé par les collectifs l'UJFP et Tzedek, donc des juifs décoloniaux. Et pour ceux bien qui ne pourront pas être là, ce sera diffusé bien sûr sur quel média le meilleur ? Parole d'honneur. Parole d'honneur, évidemment. On va pouvoir passer aux questions. Et du coup, Samir a trouvé un pote. Donc mon nouvel... Allô, 1-1, mon nouvel ami. Salut, moi je suis le nouvel ami de Samir. Max. Putain, j'ai l'impression d'être à la kermesse. Du coup, moi j'avais une petite question pour Monsieur Coquerel. Vu qu'on parlait de la Palestine, je voulais savoir un peu si vous pouviez clarifier pourquoi est-ce que la position de la FI c'est la solution à 2 États, si j'ai bien compris, vu qu'il y a des débats là-dessus sur la solution à 1 État. Et Poupou, et aussi dans ce contexte-là, il y avait juste avant Ouria Boutelja qui parlait de la position justement de la France soumise sur l'Europe qui était un peu moins, on va dire, frontale qu'en 2017 par exemple. Est-ce que vous pourriez développer ça aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre de tir aussi aujourd'hui avec justement le contexte de Gaza, peut-être pas sur l'Europe mais aussi sur l'anti-atlantisme avec l'élection de Trump et Musk au pouvoir aux États-Unis. Et puis voilà. Et aussi dire que le 14, il y a une manifestation, notamment avec le DAL, pour le discours du Premier ministre, pour le droit au logement, contre la loi Casbah-Berger, voilà, qui fait beaucoup de victimes. Merci. Merci. On va prendre plusieurs questions en même temps. On prend plusieurs questions. Parce que c'est Christelle, je crois, on m'a dit. Se regroupent un peu. C'est ça. J'ai déjà ta fiche Wikipédia, tout. Bonsoir. 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 C'est plus une info aussi qui va faire le lien avec le droit au logement et avec le fait qu'on se bat localement et aussi à l'international. Donc on fait lien avec la Palestine, et, voilà, les injustices racistes. Et je voulais juste rappeler qu'il y a à peu près 300 mineurs
non accompagnés qui sont à la gaieté lyrique en ce moment et qui se battent justement pour la reconnaissance de leurs droits, le droit à l'accompagnement et le droit au logement, à l'école. Et donc voilà, je voulais juste poser ça au milieu entre nous et dire qu'ils ont besoin de soutien, il ne faut pas les oublier, qu'ils se battent, qu'ils s'organisent, ils s'auto-organisent. Ils sont soutenus notamment par les collectifs de sans-papiers. Donc ils reçoivent un accompagnement, aussi une transmission des luttes, et ils s'auto-organisent. Et quand on parlait tout à l'heure des personnes qui meurent en mer, en voilà quelques-uns qui sont arrivés et qu'il faut soutenir. Voilà, je voulais juste poser ça là. Merci. C'est légitime, il n'y a pas de souci. Et le frérot... On a une autre question, Samir? Ou une troisième? Ouais, une question. Ok. Ah, oui. Toi, je te reconnais, tu étais déjà là hier, hein? Et c'est pas des questions en général. Si. Au fait, je vais poser la question à tout le monde. Je suis prêt à intervenir. Samir, je vais poser une question parce qu'on a parlé, en fait, on a évoqué, merci beaucoup, le problème de l'islamophobie, c'est-à-dire le racisme institutionnel en France, mais pas qu'en France, disons, et le problème aussi, disons, du génocide actuel de Gaza, qui est, disons, au fait, c'est-à-dire que l'Europe observe ce génocide avec complicité et aussi avec lâcheté. Je voudrais juste, au fait, j'ai vu c'est-à-dire j'ai visionné une conférence de David Miller, qui est un sociologue à l'université de Bristol, spécialiste de l'islamophobie et antisioniste, un Écossais, qui, disons, a travaillé sur l'histoire de l'islamophobie en Occident. Donc je pose la question à tout le monde. Le premier colloque, disons, a eu lieu aux États-Unis en 1984 pour, disons, alerter aux États-Unis du danger des musulmans. À votre avis, qui a organisé ce colloque? C'était en 1984. Donc je pose la question à tout le monde. Ah, alors c'est une devinette, c'est une... Moi j'aime bien, fin de week-end comme ça, pourquoi pas? Je connais la réponse malheureusement, mais à votre avis c'est qui? C'est-à-dire le premier colloque islamophobe en Occident, c'est-à-dire non, c'est le premier colloque islamophobe, c'est-à-dire pour montrer que l'islam est un danger pour l'Occident, pour les valeurs occidentales. Donc aux États-Unis. En quelle année? 1984. Celui qui trouve, je lui paye un café en sortant. Personne ne sait, bah vas-y, on donne le plan gauche là, vas-y. C'est Netanyahou. Ah putain. Et donc c'était la question. D'accord. Et donc personne n'a trouvé. Donc alors après les deux autres questions, c'est. Bah du coup on va peut-être déjà répondre à ces questions-là en parce fait, que. Il y avait une intervention, une devinette et un. Non, t'es dur. Il y avait deux questions. Il y avait deux questions, une devinette et une info. Ça va, c'est varié. C'est varié. Voilà, c'est varié. Alors du coup, la première question, elle était directement tournée vers toi, Eric. Voilà, mais peut-être Simon, tu pourras compléter aussi si t'as le besoin. C'était sur la position de la France insoumise par rapport à la Palestine, solution à deux États, un État. Et c'est vrai que c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Bon, alors déjà convenons que, vu la situation et le rapport de force et, je veux dire, l'extermination qui est en train de subir le peuple palestinien, très sincèrement, les meilleures solutions à mettre en avant ne sont pas très évidentes. Enfin, si on veut penser que l'idée de proposer des solutions concrètes qui vont permettre de déboucher sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Le droit que les Palestiniens aient un État. Voilà. Bon. Donc moi, je pars de ça déjà. C'est ça le point de départ et qui, à mon avis, doit faire l'unité. Bien. Et c'est aussi aux Palestiniens, à mon avis, de déterminer la manière dont ils le voient. Ça me semble aussi important à dire.
Alors pourquoi, entre guillemets, toujours s'accrocher à la question de deux États? Dans l'absolu, dans le monde idéal, moi très sincèrement, je préfère un État laïque, unique, dans lequel toute la population a une égalité des droits totale et sans aucun discriminant. Et évidemment, c'est ce qu'on peut souhaiter. Certains même pensent qu'en réalité, ce serait en réalité la vision un peu la plus réaliste pour permettre à un moment donné à ce que les Palestiniens aient des droits égaux aux Israéliens. Bon. Le petit problème de ça, c'est que concrètement, dans la situation d'aujourd'hui, ça contredit en réalité le fait que les Palestiniens puissent avoir un État. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si on entérine l'idée que on peut plus, le rapport de force ne permet plus d'instituer un État palestinien et que la solution, c'est peut-être d'imaginer un État unique dans lequel chacun a l'égalité de droit, vu le rapport de force, ça veut dire que les Palestiniens sont d'une certaine manière amenés à abandonner leur droit à l'autodétermination. Voilà. Je le dis par rapport au rapport de force actuel. Moi, je crois que je comprends, hein, je vois bien les difficultés. Une solution à deux États, vu la pression israélienne mise sur notamment Jérusalem, y compris appuyée au niveau international. Je rappelle que le premier qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, c'est Trump. Donc je vois bien la difficulté d'un État viable du côté palestinien. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que si on abandonne cette notion qui est quand même une notion qui, ça paraît peut-être un détail, mais qui est quand même celle qui correspond aux résolutions de l'ONU. C'est-à-dire que le droit international est de ce côté-là. Alors vous me direz, vous aurez raison de me dire, bon bah d'accord, mais le droit international aujourd'hui, ça n'empêche pas le génocide. C'est vrai. Mais enfin, c'est pas la même chose si la situation ne serait pas la même si au nom du droit international, on pouvait dire que ceux qui sont dans le vrai, c'est les Palestiniens qui réclament le fait d'avoir un État. Et c'est pour cette première raison déjà, je serais assez pour ne pas lâcher cette revendication. Bon, la deuxième, c'est que j'ai peur qu'un seul État aujourd'hui constitue en réalité le fait d'accepter la domination israélienne et un apartheid généralisé et la fin pour les Palestiniens d'avoir le droit à un État. Voilà, je vois pas très bien comment les choses peuvent se faire autrement. Et c'est pour ça que pour notre part, on continue à s'accrocher à cette idée de ce qui correspond aux résolutions de l'ONU. Mais je pense que, avant tout, la revendication qui doit nous unir, c'est celle de la reconnaissance de l'État palestinien et d'exiger notamment de l'État français qui est une reconnaissance de l'État palestinien. Voilà, c'est ça qui peut appuyer dans le rapport de force actuel. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne dis pas que c'est une réponse parfaite, hein, mais je trouve que l'autre réponse, c'est-à-dire finalement un État unique, laïque, et qui est une réponse qui aujourd'hui, par rapport au rapport de force, il n'y a pas d'accroche. Alors, je veux dire, quel est le rapport de force aujourd'hui vis-à-vis d'Israël par rapport à ça? Bon, j'ai donc l'impression qu'il vaut mieux s'appuyer sur le droit international pour espérer donner la possibilité aux Palestiniens d'avoir un État. Voilà. Alors, Simon, est-ce que tu veux compléter un peu? Je sais que c'est une question que les gens se posent beaucoup, cette question binationale, pas... Non, du coup, j'ai dit État commun, binational. Peut-être tu veux rajouter. Moi, je trouve que c'est une question que je trouve toujours un peu décalée, effectivement, par rapport, non seulement par rapport à la situation, mais parce qu'en fait, qu'il y ait un État, deux États, enfin, quel que soit l'agencement institutionnel que pourrait prendre une forme de coexistence en Palestine, nous, la revendication qui nous tient à cœur, enfin, ce qui compte, ce qui est important, c'est la question de l'égalité des droits, de la justice et de toute manière qu'on parle d'un ou de deux États, de la transformation, du dépassement en fait des institutions israéliennes telles qu'elles sont, c'est-à-dire de leur désionisation quelque part, c'est-à-dire en fait de la fin du privilège colonial israélien. C'est ça qui compte. Et en fait, se dire nous aujourd'hui, est-ce qu'il faut deux États, est-ce qu'il faut un État, mais c'est mettre la charrue avant les bœufs, et c'est presque indécent vis-à-vis de ce qui se passe actuellement en Palestine. Donc pour moi, cette question est une mauvaise question parce qu'effectivement, elle nous amène à une impasse. Soit on se borne au droit international
et il y a un côté un peu dépolitisant et un peu, bon, bah ok, droit international et après. Soit on est dans quelque chose de plus autoproclamatoire, on est pour un État, truc, mais c'est un peu aussi déconnecté de la réalité. Donc je pense que la question, mais pas la tienne, hein, mais cette question-là en général est mauvaise. C'est une manière de cadrer le débat qui évacue en fait les questions qui sont importantes, qui sont celles qu'aujourd'hui le peuple palestinien continue de vivre un processus d'accaparement des terres, de relégation, d'exclusion, d'assassinat, etc., etc., un processus colonial. Et c'est ça qu'il faut mettre sur la table, et pas l'agencement de un État, deux États, je ne sais quoi. Et je suis d'accord avec Éric Coquerel. À la limite, c'est aux Palestiniens de décider dans quelle forme ils veulent vivre sur ce territoire-là avec les Israéliens. Parce que nous, on n'est pas non plus pour dire il faut mettre tous les Israéliens à la mer ou je sais pas quoi. C'est absolument pas la question. Maintenant, pour être un peu réaliste, on en est loin en fait, de quelque chose comme ça. Quand vous voyez la population israélienne, ce qu'elle vote, ce qu'elle veut comme projet, quand vous savez qu'il y a des centaines de milliers de colons extrémistes, pour la plupart, en Cisjordanie, armés, avec des entrées au gouvernement, avec des ministres, je veux dire, on en est quand même très loin. Et il y a des conditions subjectives aussi pour que les populations vivent ensemble. Les Israéliens, en tant que colons, n'ont pas envie de vivre à égalité avec les Palestiniens. Les Palestiniens, en tant que colonisés, à l'heure actuelle, n'ont pas du tout envie de vivre avec les Israéliens. Et ça se comprend dans la situation actuelle. Donc cette question-là est une question un peu piégeuse, qui n'a pas de réponse de toute manière qui est satisfaisante. Ce qui compte, c'est la justice. Ce qui compte, c'est la fin du privilège colonial. Et on verra, en fait, quelle forme ça prendra. C'est l'histoire, c'est le rapport de force. C'est ce qu'on arrivera à construire. C'est là où la solidarité internationale, elle prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on a besoin d'inverser ce rapport de force-là. Et en Palestine, les Palestiniens seuls ne peuvent pas inverser ce rapport de force-là. Donc c'est là où la solidarité internationale a un rôle à jouer et elle est déterminante. Et voilà, moi, ce serait ma manière de répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse à cette question et je pense que personne de sérieux ne peut avoir de réponse intelligente à cette question-là. Voilà. Merci Simon. Alors, malheureusement, on va devoir terminer là. Peut-être vous aviez d'autres questions. Vous pourrez peut-être en discuter de façon informelle après, parce que là, on va devoir finir. Eric, tu veux absolument dire quelque chose? Chacun a donné un rendez-vous. Alors, je voulais aussi en donner un. En 2018, novembre 2018, et en novembre 2024, en janvier 2024, on a organisé, c'était un peu sous mon égide, etc., les rencontres nationales des quartiers populaires à Épinay-sur-Seine, qui ont été un succès. C'est même là où Jean-Luc Mélenchon, pour la première fois, a parlé de Nouvelle-France. Et cette année, ça aura lieu à Toulouse, le 1er février. Voilà. C'est pas un événement France Insoumise en tant que tel. C'est un événement qui se veut... c'est soutenu par France Insoumise, on ne va pas dire l'inverse, mais à chaque fois que l'événement a eu lieu, beaucoup de composantes sont venues de l'Assemblée des quartiers, des collectifs autour... de la vérité pour Adama, etc. Et on tient fort à cet événement annuel. Donc ça aura lieu à Toulouse le 1er février. Voilà. Alors chacun va rajouter son petit mot, Amal. Vas-y. Alors juste pour finir, pour ceux qui veulent soutenir Richie, parce que demain il y a 2 rendez-vous, il y en a un à Meaux. Et un à Paris pour soutenir Richie Thibault, donc qui est poursuivi par Bruno Retailleau. C'est à 14h à Cité, donc au tribunal. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui veulent aller à la campagne et ceux qui veulent rester à Paris. Donc il y a 2 rendez-vous. Merci. Eh bien, du coup, la discussion s'arrête là et je dirais même le week-end s'arrête là. Il a été très riche. Merci à tous. On remercie déjà toutes les organisations qui sont venues. Et puis, on a Jonathan Ruff, qui est de CEDEC avec Simon, qui est aussi qui est décolonial, qui est un gilet jaune, qui est antifasciste, qui est un petit peu tout. Et il va nous conclure. Ce week-end, il a une petite chose à dire. Je vais tâcher d'être bref, mais puisque... c'est bon, on m'entend? Ah oui, moi j'ai pas de retour, c'est pour ça que j'entendais pas. Je vais tâcher Ouais, mais ça je pense qu'ils savent qu'ils doivent mettre un peu de thunes pour qu'on... La moula. Voilà, qu'on se mette pas dedans sur l'événement. 2 choses, vu que tout le monde a annoncé une date, samedi prochain, La Parole Errante, on fait une soirée de soutien à Gino, un militant antifasciste qui risque d'être extradé vers ce pays d'extrême droite, aux traditions pogromistes qu'est la Hongrie, pour avoir manifesté contre le fascisme. Donc on compte sur vous aussi pour être là. Et... Une des choses qui est revenue quand même assez régulièrement dans les discussions qu'on a eues, c'est qu'il n'y avait pas de front anti-guerre, c'est qu'il n'y avait plus de mouvement anti-guerre, il n'y avait pas de mouvement contre l'impérialisme et l'armement. Il y a quelque chose qui se prépare autour de ça de manière interorganisationnelle. C'est encore un peu tôt pour en parler, mais tâchez d'être attentive et attentif et on vous tiendra au courant incessamment sous peu de ces initiatives. Alors,
cet événement, pour qu'il se réalise, il faut des organisatrices et des organisateurs. Il faut des techniciens qui permettent aussi de faire en sorte que toutes les personnes absentes ne soient pas là. Donc je vais vous demander de les applaudir chaleureusement. Merci, et merci à Christophe et à Omar et à toute l'équipe technique. Ils arrivent tôt le matin et repartent tard le soir. Merci. C'est un travail acharné aussi pour des bénévoles qui se retrouvent au bar. C'est les intervenantes et les intervenants qui ont accepté de jouer le jeu. Et parmi les personnes qui ont le plus joué le jeu, je l'ai déjà dit 2 fois, mais encore une fois, sans eux, c'est pas possible. Nous, on n'a pas beaucoup de lieux qui accepteraient d'accueillir ce genre d'événement. Donc merci encore à la Dynamo des banlieues bleues et toute leur équipe. Alors, on espère que vous avez apprécié le moment et des pistes de réflexion éventuelles qui ont pu en sortir. Avec toutes les limites et les imperfections qu'il y a pu avoir, ça va être compliqué de tout synthétiser, tout simplement parce que personne ne peut tout voir, par définition. Mais pour faire bref, il y a quelques mois, au lendemain des législatives, avec le premier meeting qu'on avait organisé, que faire, on se posait la question... On se posait cette question, que faire? On a probablement, c'est même une certitude, pas encore de méthodologie précise qui puisse prétendre déboucher sur une mise en pratique immédiate qui se matérialiserait par les actes de comment on combat l'extrême droite. Mais moi je pense que c'est en partie en multipliant des événements comme celui-là qu'on pourra commencer à trouver des éléments de réponse. Encore une fois, il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais le caractère participatif de cet événement fait qu'on sera évidemment très attentif aux critiques et aux retours qu'on nous fera. Donc si cet événement vous a plu, et là je parle aussi aux personnes qui ne sont pas là physiquement parlant, n'hésitez pas à nous solliciter parce que l'idée, vous vous en doutez, c'est qu'on ne les fasse pas qu'à Paris et plus que des relais, on a besoin de rencontrer des actrices et des acteurs locaux et on est évidemment ouvert à toute invitation pour réorganiser ce type d'événement dans les villes, dans les banlieues, dans les périphéries ou dans le milieu rural. Je vous souhaite une excellente soirée, merci encore à toutes et à tous et le combat continue. Merci Jonathan, merci à tous. Et on se retrouve en live demain sur Parole d'honneur à partir de 19h pour la perme sur l'actualité. On parlera de beaucoup de choses, de Le Pen, mais pas seulement. Ciao, ciao. C'était bien. Ah, moi je suis un...